Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. C'est votre rendez-vous du matin pour comprendre, décrypter et ressentir le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Ce mardi, nous allons poser un regard attentif sur une jeunesse qui se lève, qui bouscule les côtes et qui réclame une place dans l'histoire. La génération Z, la Gen Z comme on l'appelle, longtemps présentée comme déconnectée, devient aujourd'hui l'un des moteurs des grandes mobilisations sociales dans le monde. Évidemment, on l'évoque sur le plateau de Bonjour le Bénin. Nous parlerons aussi de santé materno-infantile parce que donner la vie est une aventure qui commence bien avant la naissance. Comprendre les besoins nutritionnels à chaque étape de la grossesse, c'est offrir à chaque enfant le meilleur des pas possible, et on s'y intéresse avec Madame Santé. Côté culture, nous allons vibrer au rythme du dancehall, bien sûr, évidemment avec Queen Rima, lauréate du prix découverte RFI 2025. Elle sera en concert à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, un moment festif en perspective que nous évoque Patrick Diosso. Et puis, fierté nationale, le Gari Sohui de Savalou et l'huile d'arachide d'Agoni accèdent au cercle prestigieux des produits à identification géographique protégée, une reconnaissance qui valorise nos terroirs et nos savoir-faire. Une émission rythmée, fortement ancrée dans l'actualité à votre image. Chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. La matinale commence tout de suite et maintenant avec le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV, c'est le bulletin d'information. Bulletin d'information, une signature de Génial Afouda Monsé Abouka. Génial, bonjour. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va, un autre jour sous de nouveaux signes. C'est ça, de bons signes. Sous de bons signes, on espère. Voilà. C'est ça, que la très belle journée. Belle. Allez, tout de suite, vous allez nous servir le petit déjeuner informatif avec bonne ambiance et surtout avec beaucoup d'enthousiasme. Ouais, comme tu dis. Allez, bonjour mesdames, messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de ce bulletin et une autre politique pour démarrer. Les militants du parti Bloc républicain de Malanville valident le choix du duo Wadaïn Talata pour la présidentielle d'avril 2026 et à ce titre, ils ont organisé un grand meeting de soutien. C'était le week-end dernier. Nestor Sela et Judika Elaena y étaient. Malanville dispose désormais d'une traversée moderne, un stade omnisport avec d'autres projets en cours de réalisation. Face à ces différentes réalisations, Didami Gado, maire de Malanville, mobilise les militants du Bloc républicain au profit des candidats de la mouvance présidentielle. Je voudrais à cet effet rendre un hommage mérité à tous ceux qui œuvrent pour la cohésion sociale, pour la construction donc de notre Dendi. Je voudrais de ce fait rendre un hommage mérité à notre duo, le duo Wadaïn Talata. Femmes, jeunes et sages s'alignent derrière le duo Wadaïn Talata pour une continuité des projets et programmes qui impacteront la commune de Malanville. Par ce geste, notre commune confirme son attachement à la continuité, à la stabilité et au progrès, dans la droite ligne de la gouvernance exemplaire impulsée par le président Patrice Talon. Derrière cette reconnaissance, les militants du Bloc républicain confirment leur engagement d'allumer toujours la flamme de Dieu candidat de la mouvance présidentielle. C'est une visite d'écoute, de contrôle, mais aussi de rappel. Le coordonnateur du Collège des ministres conseillers prend le pouls de l'avancement des travaux dans le nord du pays. La feuille de route tracée par l'exécutif est-elle suivie à la lettre dans la Donga? Constat de Janvier Yawedeo sur 3 différents sites avec Jean-Claude James et Yves Agoropresti. Difficile d'apprécier sur le papier l'un des joyaux de la Donga, la cité administrative départementale, un rêve du gouvernement qui a pris corps. Une visite guidée a bien fonctionné. Janvier Yawedeu, accompagné du préfet, en sort plutôt séduit par la beauté de l'infrastructure. Sur la cité administrative de Djougou, nous avons la préfecture. À part la préfecture, on a 4 directions départementales. Il y a les résidences, des résidences qui sont prévues pour le préfet, le secrétaire général aussi qui sera logé. Et après ces bâtiments, nous avons les installations auxiliaires,
Des ouvrages pour traiter l'eau, pour traiter le courant, la clôture, le VRD, l'assainissement. Nous sommes aujourd'hui au-delà de 80%. C'est prévu théoriquement pour mars 2026. Mais je pense qu'avec l'organisation qui est mise en place, nous pouvons déjà en décembre être au bout du rouleau. Un chantier en cours d'achèvement, un autre à quelques mètres, est totalement achevé. Le marché de Djougou qui sera bientôt inauguré. Le marché de Djougou est un marché construit sur près de 4 hectares. C'est un marché de type moderne, R+1, qui dispose de 428 places avec 363 places primeurs. Le site du projet de la route du coton, Djougou-Penko-Kero-Banikwara, est la dernière étape de cette tournée du ministre conseiller aux affaires économiques et du numérique. Le chantier évolue normalement. Il n'y a pas de difficultés majeures. Le taux d'exécution est autour de 62% le mois passé. Et je peux dire que le travail qui est fait est confortable. Et le département de la Donga est en chantier. Nous avons accueilli dans ce département plusieurs projets. Nous saluons cette dynamique du gouvernement du président Patrice Talon qui a permis de valoriser le département de la Donga. Et vraiment, nous ressentons à travers l'enthousiasme de la population. Avec ce que j'ai vu, je pense que le gouvernement est en train d'atteindre son but. Très satisfait donc de cette visite. Toutes les prévisions d'infrastructures dans le PAG sont hyper avancées. La cité administrative de la Donga, franchement, bel ouvrage. Et une cité administrative, vous savez que c'est particulièrement important pour l'économie. L'intérêt que cela revêt pour les populations, pour les usagers, le marché moderne de Djougou, très beau marché. J'ai également visité la route qui quitte Djougou pour aller à Banikwara. Alors franchement, à Djougou, ça a été une belle visite. Le gouvernement du nouveau départ a laissé aussi son empreinte dans d'autres localités comme le Borgou. Le coordonnateur du Collège des ministres conseillers est déjà en route pour ce département. Oui, et justement, Janvier Yawédéou s'est effectivement rendu dans le Borgou pour le même exercice. Le point, ce sera avec Olviga Messon et Aziza Laoui. Des chantiers en nette progression, sinon presque bouclés pour certains. À Beyerou, sur le site des logements sociaux et militaires, le constat est palpable. Il s'agit des 101 logements militaires qui ont démarré depuis un moment. Et ça fait partie du programme de 500 logements qui sont destinés aux militaires. Nous sommes actuellement en train de faire les travaux de pose des équipements électriques et de plomberie pour pouvoir livrer les logements d'ici la fin de l'année. J'ai vu que la partie des 101 logements réservés aux militaires est achevée jusqu'au niveau de l'Internet. Il ne reste que quelques petites touches, sinon tout est prêt. Donc après les sites que nous avons vus qui ont déjà pris corps dans plusieurs villes dont Alada, ce sera le tour de Parakou très bientôt. Au cœur de la ville, l'imposante cité administrative. Elle vient mettre fin au déficit de locaux pour l'exercice de la gouvernance administrative du département du Borgou. On a visité la préfecture, nous avons visité la direction départementale. Il est également prévu des résidences, même pour le secrétaire général du département. Janvier Yawédéou et sa délégation vont par la suite mettre le cap sur les grands chantiers de la phase 2 de l'asphaltage en cours à Parakou pour finir par le marché moderne de Guéman en attente d'ouverture. Comment fonctionnent les cantines scolaires à plus d'un mois de la reprise des classes? Le ministre conseiller en charge des enseignements maternels et primaires poursuit sa tournée de veille permanente. Après les départements de l'Atakora, Donga, Paulin, Benou s'est rendu dans plusieurs écoles bénéficiaires de cantines scolaires dans le Zou et ceux du 13
au 17 octobre dernier. Le point d'étape, ce sera avec Pierrette Adam et aussi Ekanel Kapo. Dans quelles conditions les enfants prennent leur repas à l'école et comment la communauté ou la population participe à la gestion des cantines scolaires? Voilà les deux principales préoccupations qui motivent la descente de Pauline Benou dans les établissements primaires du Zou. Sur les 9 communes du département, 4 ont reçu la délégation du ministre conseiller. Dans les écoles sillonnées à Didja, Kové, Sanyanando et Wenhi, la cantine est effective. Les repas sont servis aux enfants à temps et à l'heure. Nous mangeons du riz, du haricot avec des œufs. Et nous restons ici pour travailler. Moi, j'ai 3 enfants ici. Je donne 375 pour mes enfants. Quand je donne ça là, c'est soit qu'ils viennent à la maison pour manger. La satisfaction, elle est totale. Toutefois, quelques insuffisances sont relevées, notamment la faible implication des parents. Le ministre conseiller a sensibilisé les parents à la nécessité de contribuer au bon fonctionnement des cantines de leurs enfants. Et chaque enfant souscrit 25 francs par jour, ce qui fait 125 francs par semaine pour le fonctionnement de la cantine, pour les condiments en termes clairs. Ce que nous avons constaté est que quelques parents ont encore de difficultés à souscrire les 25 francs là pour participer à la cantine. Le ministre conseiller a essayé de les sensibiliser. Quant à nous, élus, nous savons déjà notre rôle, qui est celui d'accompagner le bon fonctionnement de la cantine. La communauté n'avait pas compris fondamentalement le rôle qui lui revenait. Nous avons mis un accent sur la sensibilisation. Chacun de nous, où qu'il se trouve, n'a qu'à contribuer dans sa localité. Pauline Benou n'a pas manqué de saluer les efforts du gouvernement et des partenaires. Des efforts grâce auxquels le stock de vivres est consistant dans les écoles visitées dans le département du Zou. C'est une étape importante pour doter le Bénin d'un cadre institutionnel et réglementaire de ce modèle économique qui place l'humain au cœur de toutes les décisions. Oui, la note de plaidoyer sur l'économie sociale et solidaire vient d'être transmise au président du Conseil économique et social. Le point de la cérémonie avec Estelle Pazou et Élisée Desgueillons. Cette cérémonie marque une nouvelle phase dans la mise en pratique du modèle économique centré sur l'humain et le partage. La note de plaidoyer, fruit d'un travail collectif, appelle à une meilleure prise en compte des valeurs humaines dans les politiques publiques nationales. La remise de cette note de plaidoyer constitue une étape importante, mais pas un aboutissement. Le vœu ardent de la coopération allemande et de tous les PTF qui accompagnent ce processus est que cette transmission ne reste pas symbolique, mais qu'elle conduise, sous le leadership du Conseil économique et social, à l'adoption effective d'un cadre légal et institutionnel de reconnaissance de l'économie sociale et solidaire au Bénin. Ce souhait est inscrit dans les objectifs du Conseil économique et social depuis 2 ans. Avec l'aboutissement de cette étape de plaidoyer, l'institution consultative entend accompagner l'État dans la mise en œuvre des recommandations qui y sont inscrites. La note de plaidoyer est plus qu'un document technique. C'est un appel à l'action, un engagement collectif pour bâtir une économie au service de l'humain. Un message qui trouve écho auprès du président de l'Assemblée nationale. Le Parlement, rappelle-t-il, a un rôle clé à jouer, notamment à travers l'élaboration d'un cadre légal favorable à l'essor de l'économie sociale et solidaire. Avec ce plaidoyer, les promoteurs de l'économie sociale et solidaire espèrent susciter un véritable mouvement national où développement économique rime avec justice sociale et responsabilité collective. Pour les petites et moyennes entreprises, l'une des solutions apparues les plus faciles pour fournir et se procurer des produits, eh bien, c'est le digital. Alors, vendre ou acheter en ligne, c'est largement développé au cours de ces dernières années et s'est imposé dans les habitudes de consommation. Mais derrière cette révolution se cachent encore bien des défis. Dans ce reportage, vous allez le voir, bien de maillons restent encore à renforcer pour que le e-commerce tienne toutes ses promesses dans l'écosystème économique national. Jennifer Sachivi, Jean Lombimé et Bernol Djagoué. Ainsi démarrent les matinées de Blessing. Depuis 4 ans,
La restauratrice observe le même rituel. Elle propose son menu sur les réseaux sociaux et passe à la cuisine. Elle enregistre ensuite les différentes commandes. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire le dépôt sur ce numéro. Non, vous n'êtes pas obligé d'envoyer les frais de retrait. J'ai déjà une base de données de clients. Je leur envoie le menu, ils choisissent ce qu'ils veulent. Et c'est à moi de cuisiner cela, trouver un livreur, leur envoyer le repas pour qu'eux puissent manger. Et le client peut aussi rester dans son bureau, commander à manger sans pour autant se déplacer. Aujourd'hui, les gens sont plus à l'aise à acheter en ligne. Et ce n'est plus une question d'âge. Avec le temps, les habitudes ont changé. Les gens ont plus confiance dans le processus des achats en ligne. Et c'est ce qui donc facilite la vie à ceux-là qui sont dans le domaine du e-commerce. Malgré les risques d'anarque, le commerce en ligne offre aujourd'hui des garanties de sécurité. Il y en a encore qui n'ont pas forcément confiance en les activités qui sont en ligne. Je peux les comprendre parce que chacun son expérience. Il faut être au courant de comment est-ce que les choses se passent par rapport au code du numérique pour ne pas enfreindre des règles inutilement. Il y a des clients qui réclament des factures normalisées. Il faut les faire. Un client peut commander à manger là maintenant. Il dira il faudra que je sois d'abord livré avant de payer. Et puis quand le livreur part, il dit je vais d'abord manger avant de payer. Et 2 jours, 3 jours après, tu le relances, il ne paye pas. La loi a tout prévu parce que des questions de publicité, de prospection, la conclusion de contrat, les questions de vérification, de droit de rétractation jusqu'au paiement, tout cela a été prévu par cette loi-là. Seulement, à la lecture, on se rend compte que c'est beaucoup plus pour les professionnels. Respecter les normes établies protège le commerçant. Il peut vivre de son activité en toute quiétude. Moi, en tout cas, la vente en ligne me nourrit. Ça, par contre, je vis de ça, en fait. Je ne fais que ça. Honnêtement, ça permet aujourd'hui à une personne qui peut-être aurait été considérée comme sans emploi de pouvoir démarrer une activité rapidement. Et ça, c'est déjà un soutien pour l'économie. Et ça permet justement à toutes ces personnes qui sont des jeunes, qui peut-être finissent les études et qui n'ont pas forcément une activité, de se prendre rapidement en main. En Afrique, le chiffre d'affaires global des plateformes de commerce électronique actives devrait atteindre plus de 35 000 milliards en 2027 contre environ 20 000 milliards en 2022, selon un rapport de l'agence Ecofin. Direction les Collines, ce département accueille les travaux de la 5e conférence annuelle des recteurs du Bénin au titre de cette année. À cette rencontre qui se tient depuis vendredi à l'École nationale supérieure des biosciences, biotechnologies appliquées de l'UNSTIM, les participants réfléchissent sur l'état d'avancement des travaux de mise en œuvre du téléenseignement dans le supérieur. Pierrette Adin aussi. La conférence annuelle des recteurs. Ce 5e rendez-vous annuel des recteurs des universités publiques du Bénin se veut un cadre d'échange et de concertation pour défendre des grandes questions liées à ces établissements, de même que les orientations à envisager afin d'améliorer la gouvernance universitaire de façon générale. Au-delà de sa dimension statutaire, cette rencontre incarne notre volonté collective de bâtir une université béninoise plus résiliente, plus inclusive et résolument tournée vers l'innovation pédagogique. Elle favorise l'harmonisation des politiques et des pratiques des établissements universitaires et suscite la recherche de solutions pour améliorer l'efficacité générale du système universitaire. Parlant d'innovation, la rencontre de cette année est axée sur la mise en œuvre du téléenseignement dans les universités publiques du pays. Le téléenseignement, dans sa dimension actuelle, c'est ce mode qui permettra d'améliorer la qualité des formations délivrées dans nos universités à travers un accès numérique sécurisé et dynamique pour vraiment une immersion de qualité au profit des étudiants. Comment utiliser le téléenseignement dans les plus brefs délais pour régler un certain nombre de problèmes dans nos universités, d'accord, notamment dans les filières où, en fait, en général, c'est plutôt des cours magistraux qui sont donnés, où, en fait, la part de pratique n'est pas très élevée. Le défi de cette année, c'est le nombre
Nous en sommes à 57 359. Vous avez vu le boom. Je voudrais sincèrement, en votre nom, que nous puissions dire au chef de l'État que nous sommes engagés. Nous avons compris le problème de qualité, qu'il nous aide à mobiliser encore davantage des moyens pour pouvoir soutenir tout ce qui nous attend. Cette 5e conférence a notamment été marquée par une conférence inaugurale ainsi que le conclave des recteurs, toujours sur la thématique du téléenseignement. Le tournoi de lutte traditionnel dans les communes de Malanville et de Karimama, démarré le 3 octobre dernier, a pris fin par une grande finale le 17 octobre. C'est une initiative du Parc W en collaboration avec African Park, le gestionnaire. La phase finale a eu lieu en présence des passionnés de la lutte et des partenaires. Préserver ces ressources naturelles du Parc W Bénin, c'est le défi de ses premiers responsables. C'est tout l'intérêt de ce tournoi de lutte traditionnelle entre les populations riveraines du Parc W. Les finalistes de Malanville et de Karimama, dans un esprit technique, offrent du beau spectacle. L'édition 2025 s'arrête ici avec la victoire de Karimama qui part avec une enveloppe, un trophée, une médaille et un maillot de lutte. Merci beaucoup. À travers la lutte traditionnelle, les responsables du Parc W Bénin renforcent la cohésion sociale et la résilience des communautés riveraines du Parc W Bénin. Nous avons identifié ce sport comme une occasion, une activité de réunir la jeunesse pour, dans un premier temps, les sensibiliser autour de la conservation de la biodiversité, mais en même temps créer un groupe de soutien à la conservation, créer la cohésion sociale entre les communautés riveraines du Parc W afin qu'ensemble, on puisse préserver notre patrimoine qui est le Parc W Bénin. Nous avons aussi profité pour passer les messages dans la promotion de la paix et la vie autour du parc, parce qu'il faut faire la coproduction, il ne faut pas qu'on laisse des gens aller détruire ce qui est un bien public. C'est une initiative commune, donc nous nous engageons à les accompagner et à travers les sensibilisations de ne pas continuer à couper les arbres de façon abusive parce que c'est ça qui amène la désertification. Cela va encore engendrer la perte de la biodiversité. Le parc national W, créé en 1954 et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est une référence en Afrique de l'Ouest. Voilà, ce sera tout pour ce mardi. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même canal. Merci, génial. On se retrouve demain donc ici sur Bonjour le Bénin. Et je viens témoigner officiellement devant les téléspectateurs que vous avez tenu parole hier. Vous m'avez offert le petit-déj. Merci, génial. Merci. Et à demain. À demain. Bonjour le Bénin, tout de suite et maintenant, instant politique dans votre télé. Bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. Longtemps perçue comme une génération déconnectée de la réalité, absorbée par les écrans, la génération Z, la Gen Z comme on l'appelle, est en train de démentir tous les clichés des rues de Jakarta à Manille, de Katmandou à Tananarivo, en passant par Rabat ou Lima. On voit s'émanciper une génération qui réclame plus de justice sociale, plus d'équité. Ils ont renversé le pouvoir au Népal et à Madagascar. Ils font vaciller le Maroc. Mais qui sont-ils, ces nouveaux acteurs de la contestation mondiale? Que veulent-ils vraiment dire à travers leur marche, leur slogan et leur mobilisation connectée? Eh bien, ce matin, nous posons un regard sur cette jeunesse qui mène la marche. Et c'est avec Aaron Akilocho que nous faisons l'exercice. Alors bonjour. Bonjour Herman. Vous êtes journaliste et vous suivez de près justement tous ces mouvements qui s'observent de par le monde entier. Vous n'êtes pas de la Gen Z, vous êtes de la génération Y. Juste avant. La génération juste avant. Quand pas de la Gen Z, c'est quoi? Alors, la Gen Z, c'est un terme qui sert à désigner grosso modo toutes les personnes qui sont nées entre 1997
et 2012. Donc en fait, on voit bien que le spectre est large, mais c'est surtout la première vraie génération connectée. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de dire que nous, en fait, Internet est venu nous découvrir au Bénin, puisque Internet est venu au Bénin vers 95, 96, mais disons 97 pour les premiers cybercafés. Et à ce moment-là, ces gens-là naissaient. Donc, en fait, c'est des gens qui sont nés et qui, toute leur vie, ont connu un téléphone portable, ont connu de la connectivité, qui ne savent pas, par exemple, ce que c'est qu'un lecteur vidéo-cassette, ou, pour parler justement de l'ORTB, par exemple, de Bénin TV aujourd'hui. De Bénin TV aujourd'hui, qui, par exemple, n'ont pas connu, par exemple, l'époque où le RTB commençait à ses émissions à 17h, typiquement. Donc, c'est des gens qui sont venus, qui ont découvert les écrans, et c'est une génération qui est plus connectée que jamais, plus informée que jamais, et qui, aujourd'hui, est en train de développer un code de langage qui est mondial. Et justement, vous avez commencé par le dire, on présente souvent la Gen Z comme hyper connectée, mais peu engagée. Et les mobilisations récentes vous semblent-elles marquer donc, une rupture avec cette image qu'on a toujours collée à la Gen Z? Non, pas. Parce que les gens qui disent que les Gen Z ne sont pas politiquement engagés, j'ai quand même l'impression qu'ils ne suivent pas l'actualité. Alors, c'est des jeunes qui ont toujours revendiqué des choses, mais qui préfèrent travailler dans les petits espaces, collaborer, ce qui donne peut-être l'impression, ils ne militeront pas, par exemple, typiquement, comme les gens de la génération d'avant la mienne ou même de ma génération, mais c'est des gens qui essayent de faire des choses, je pense par exemple aux Ziboudo, et surtout, il faut le dire, c'est qu'ils ont un impératif catégorique, c'est ne touchez pas à leur Internet. En règle générale, ils sont dans leur coin, ils font leur truc, mais dès qu'on touche à leur Internet, automatiquement, ou dès qu'on touche à quelque chose qui affecte leur niveau de vie, sont capables de se mobiliser et d'être très efficaces, comme on l'a vu. On sait que ce qui a mis le feu aux poudres à Madagascar, par exemple, c'est lorsque l'État central a décidé de taxer les réseaux sociaux au travers donc d'une réglementation où certains réseaux sociaux qui ne s'y sont pas conformés sont menacés donc de coupure. Certains même ont été coupés. Et c'est là vraiment que c'est allé dans tous les sens. Écoutez, de toute façon, on sait au Bénin désormais que ce n'est jamais une bonne idée de taxer les réseaux sociaux. Ce n'est jamais une bonne idée de taxer les réseaux sociaux. Et parce que pour ces gens-là, en fait, Internet est une sorte d'échappatoire. C'est une sorte d'échappatoire, TikTok, tout ça. C'est des choses qui leur permettent d'éviter un quotidien qui, il faut être honnête, n'est pas facile. Nous, par exemple, on n'est pas entré sur le marché du travail en concurrence avec l'intelligence artificielle. Pour beaucoup de générations, le travail, c'était dans l'administration, retraite garantie et tout ça. On parle de gens ici qui travaillent pour beaucoup depuis chez eux, travaillent avec le monde, se débrouillent, essayent de se créer une existence dans un monde qui est de plus en plus instable. Je pense qu'en règle générale, toucher à leur Internet ou à leur portefeuille, mais ça peut rendre politique le plus apolitique des individus, parce que c'est quelque chose qui l'affecte directement. Et donc, oui, en fait, la réaction, moi, personnellement, ne m'a pas étonné, les connaissant comme je les connais. Et surtout, le problème, c'est qu'eux, ils sont des digital natives, c'est-à-dire qu'ils ont grandi dans ça, ils connaissent les canaux, ils savent qu'il faut installer un VPN, il faut ceci, il faut cela. Là où des gens un peu plus vieux auront de la difficulté à naviguer dedans. Donc, ces outils sont les leurs. Si vous les attaquez, ils utilisent leurs outils pour se défendre, en fait. Alors, la situation que j'évoquais tout à l'heure, c'est celle au Népal, plutôt, pas à Madagascar. À Madagascar, c'est une autre situation, bien sûr. Mais Aaron, que révèlent aujourd'hui, selon vous, ces mobilisations spontanées dans des pays aussi différents les uns que les autres? On a vu l'Indonésie, on a vu le Népal, on a vu Madagascar, et on voit maintenant, on a vu le Kenya aussi. On a vu le Kenya dans une moindre mesure à côté de nous, le Sénégal, lors de la présidentielle qui a amené donc le duo Sonko, pour ne pas dire le duo Diomaye-Sonko au pouvoir. On voit que les dynamiques sont presque identiques. Qu'est-ce que révèlent aujourd'hui, selon vous, ces mobilisations spontanées? Alors, j'ai deux lectures. La première, c'est que déjà, on est dans un monde qui aujourd'hui est globalisé. Donc les codes, par exemple, ils appellent ça le Hat Star Jolly Roger, donc le drapeau de pirate au chapeau de paille, qui est par exemple une émanation de la culture manga qui aujourd'hui n'est plus un phénomène japonais, mais qui est un phénomène mondial. En fait, on voit aujourd'hui qu'il y a des codes mondiaux qui émergent. Ça, c'est la première des choses. Et que donc, ce qui se fait au Népal peut inspirer ce qui se passe à Madagascar, qui peut inspirer ce qui se passe ensuite au Maroc. Donc, on est vraiment dans une configuration générale. Et d'ailleurs, au Népal, ils ont désigné le Premier ministre en utilisant la plateforme Discord, par exemple, ce qui est un nouveau mode
de scrutin. Donc, la première lecture, c'est qu'on est vraiment dans un monde global avec des codes, des références culturelles qui aujourd'hui sont véritablement mondialisées. La seconde des choses, et moi, c'est cette lecture-là que j'attends de voir, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on voit la jeunesse dans les rues et jeter des mouvements par terre. Moi, typiquement, ma génération, par exemple, on a eu les printemps arabes, qui étaient aussi des mouvements qui étaient menés par les jeunes. Absolument, avec Bouazizi, voilà, qui s'est immolé par le feu. Mais 10 ans après les printemps arabes, j'ai presque envie de dire, ça n'a été une réussite nulle part. En Tunisie, on est dans une démocrature, une dictature, il faut oser dire les choses. En Égypte, Sisi, c'est clair. La Libye, c'est le chaos. C'est que quand on regarde, alors la Syrie, on n'en parle pas. Le Yémen aussi. Donc, du coup, en fait, oui, c'est beau de voir des jeunes se prendre en main et c'est beau de les voir manifester. Mais moi, personnellement, je serais toujours partisan de la réforme plutôt que la révolution. Donc, cette génération aussi est en train de faire sa révolution. Et pour les dirigeants, c'est un message. Ça veut dire qu'en fait, ces jeunes que vous voyez dans leur téléphone, que vous appelez la génération tête baissée, ils ont aussi des revendications, ils ont des attentes et il y a intérêt à les écouter parce que de toute façon, le futur de ce continent, c'est eux. Quand on voit l'Afrique, la moyenne d'âge, c'est entre 17 et 19 ans. Donc, en fait, tout président qui est élu est d'abord élu par et pour eux. Donc, il faut les prendre en compte dans l'équation. Alors, justement, qu'est-ce qui rend ces jeunes-là si particuliers? Parce que vous avez commencé par le dire, la contestation juvénile n'a pas démarré par eux. Certains vous parleront de mai 68 en France, d'autres plus proches de nous, pour ne pas dire au Bénin, vont évoquer le rôle des jeunes, notamment à la fin de la période révolutionnaire au Bénin dans les années 88-89, ce qui a conduit à la conférence des forces vives. Donc, de tous les temps, les jeunes ont toujours été au-devant de la scène en termes de contestation. Mais qu'est-ce qui rend alors la Gen Z si particulière? La viralité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les dirigeants n'ont pas aimé ce que j'ai dit. N'importe quel jeune peut déclencher une révolution depuis chez lui. Et on le voit tous les jours. Il suffit juste qu'il expose une situation, que cette situation parle à d'autres et que ces gens-là se fédèrent et très vite, ça part très vite. On vit dans une société de l'hyper-viralité. C'est-à-dire que vous parliez de Bouazizi tout à l'heure. Bouazizi, c'est un incident isolé, ça ne se passe même pas à Tunis, mais c'est un incident qui a cet avantage-là d'avoir été filmé, d'avoir été suivi et qui a déclenché une vague d'indignation. Mais est-ce que vous imaginez ce qu'un jeune, avec son téléphone, s'il arrive à filmer un incident qui se passe et qui suscite l'émoi, peut donner la viralité? En fait, on est dans une société hyper connectée, donc on est tous au courant de tout ce qui se passe partout. Et en fait, ils ont pour eux la viralité, ils ont pour eux les canaux de communication, parce qu'ils communiquent, ils surcommuniquent, ça n'a pas commencé par eux, mais ils en ont quand même raffiné l'usage, parce que c'est vrai, ça on ne le dit pas, mais Compaoré en 2014-2015 est tombé via WhatsApp. C'est que c'était WhatsApp qui a fait tomber Compaoré. En plein midi. Aujourd'hui, c'est de plus en plus sophistiqué, ils ont des outils, ils se concertent, ils font des choses. Donc, en fait, c'est une génération, mais en fait, on commettrait une erreur, ce serait de la décrire comme une génération de contestataires, de révolutionnaires. Non, ce n'est pas ça. C'est juste des jeunes qui font des choses dans leur coin, qui espèrent avoir un impact. C'est la génération qui emploie d'ailleurs le plus ce mot, qui espèrent d'abord avoir un impact, qui ne vont pas systématiquement aller casser des choses, ou non, ils sont plus dans, on va essayer de construire, on va bricoler un truc, mais il faut quand même prendre en compte leurs aspirations parce qu'ils ont les moyens de faire plus mal peut-être que les générations précédentes. Alors, on voit que certains analystes à travers le monde parlent de révolution silencieuse, d'autres d'un feu de paille. Où est-ce que vous vous situez dans les analyses? Moi, je pense que c'est un mouvement normal. La marche du monde a toujours été ainsi. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'ils ont les moyens de faire vite et de faire plus gros. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les outils qu'ils ont font qu'en fait, la contagion peut gagner très vite. Mais à part ça, moi, pour les côtoyer tous les jours dans le travail et tout, c'est des gens ordinaires qui essaient de se faire une vie, qui essayent de s'en sortir dans un contexte qui, disons-le, n'est pas toujours facile pour eux et qui n'ont pas forcément les mêmes repères que vous et moi, par exemple, nous aurions dans le travail, dans le rapport à la hiérarchie, par exemple. C'est des gens qui sont plus dans la collaboration. Ils préfèrent plus un management du grand frère.
Donc oui, c'est une génération qui va faire son impact un peu comme qui brise les codes aussi quelque part, parce que voilà des gens qui estiment que se retrouver dans un CDI, c'est se mettre les chaînes aux pieds, alors que pendant longtemps, le CDI a été ventilé, vanté comme l'assurance tout risque en termes de stabilité sociale. Voilà des gens qui, du jour au lendemain, peuvent claquer la cote pour un an. Oui. On est en présence d'individus presque surboostés, limite qu'on ne comprend pas. Oui. Est-ce que ce n'est pas justement ce caractère contestataire qu'ils apportent dans la cité? Alors, oui et non, parce que ça me rappelle une conversation que j'avais avec des amis, qui d'ailleurs sont des managers, qui me disaient « on n'en peut plus, ces gamins, vraiment, on n'en peut plus, comment vous les gérez ?» et ça me fait sourire. Alors, moi j'essaie toujours de comprendre, il faut comprendre. L'aversion au CDI, quand on analyse la situation mondiale aujourd'hui, c'est qu'on est partout dans une logique de réforme des retraites. C'est-à-dire, j'ai comme envie de dire que l'entreprise ne respecte plus elle-même déjà le contrat social qu'il y avait. À partir de ce moment, le jeune salarié, quand il s'assoit, il est aussi face à un menu, il se dit, bon, qui offre le mieux, à quel avantage? Donc oui, c'est des gens qui ne sont pas dans une logique de loyauté, de 30 ans au même poste, 30 ans à faire la même chose. Non, c'est des gens qui veulent apprendre, qui continuent à se former, qui découvrent de nouvelles choses, et surtout des gens qui, on va dire ça comme ça, sont peut-être un peu individualistes parce qu'ils apportent un équilibre, ils prennent soin particulier à leur équilibre mental, leur équilibre émotionnel. Ce n'est pas des gens qui... On a l'impression que c'est vraiment avec eux qu'il y a eu cette démocratisation des aspects liés à la santé mentale. On est beaucoup plus regardant. On parle maintenant de vacances, ce qui n'est pas forcément lié à notre culture. On voit qu'ils s'occidentalisent. Enfin, ceux qui sont sous les tropiques, on dit d'eux qu'ils s'occidentalisent. Mais en réalité, est-ce qu'ils ne font pas juste les choses de leur époque? Ils se mondialisent. Ils ne s'occidentalisent pas. Ça, parce que ça aussi, c'est une autre erreur. Il ne faut pas croire qu'au niveau de la Gen Z, parce que ça aussi, c'est une autre dynamique qu'on a remarqué il y a longtemps, la génération de nos parents est un peu la nôtre, regardait plutôt du côté de l'Europe, en tout cas de l'Occident, pour recevoir le là. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, on est dans un échange où, regardez sur les plateformes, la musique ivoirienne aujourd'hui se lance à la conquête du monde. Le Nigerian Way of Life est en train de grandir. Davido et Rasta sont des stars planétaires. Donc, ce n'est pas une logique de on prend de l'Occident. C'est une logique vraiment pour le coup de qu'est-ce que le monde a à offrir. Et on a une jeunesse qui, aujourd'hui, a conscience d'être humaine sur une planète, avant même d'être africaine ou d'être béninoise. Donc, quand ils en ont les moyens, ils se font plaisir. Et ça, on ne va pas leur reprocher. Donc, oui, moi, c'est plutôt un trait qui, moi, me rend plutôt fier. Alors, à votre avis, Aaron, pourquoi est-ce que cette jeunesse préfère les mouvements horizontaux sans leader identifié à la structuration politique classique? Parce que ce qu'on observe, que ce soit au Népal, que ce soit à Madagascar, que ce soit au Maroc, on n'identifie pas vraiment un leader typique au mouvement. Ils sont vraiment sur une ligne horizontale. Mais c'est la logique même de fonctionnement d'Internet. C'est-à-dire qu'en fait, Internet, c'est la décentralisation à son extrême. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un seul serveur qui fournit toute la planète. Il y a une myriade de data centers un peu partout. Et en fait, c'est le mode de fonctionnement qu'ils sont venus trouver sur la planète. Nous, par exemple, notre génération a plutôt été caractérisée par la collaboration. Si je vais me lancer dans une petite digression, c'est-à-dire que nous, on est la première génération où on a réalisé que, bon, vas-y, 1 + 1 n'est pas égal à 2, mais peut être égal à 100 parce que si je te passe un fichier et que tu le passes à quelqu'un d'autre, on a tous le même fichier et donc on en profite tous. Donc nous, on a remarqué ça, mais eux, ils ont poussé cette logique-là à l'extrême, en fait. Donc, c'est des gens, chacun décide pour lui, chacun s'informe, chacun fait le meilleur choix possible. Ils vivent dans des logiques de... Et moi, je ne parle même pas de mouvement. Moi, je parlerais de convergence d'intérêts. Parce qu'en fait, c'est des humains, c'est toujours aussi différent l'un de l'autre que machin. Mais sur certains sujets, il peut y avoir des convergences d'intérêts. Et quand il y a une convergence d'intérêts, on peut s'associer pour mener une lutte ponctuelle. Et ensuite, chacun se replie. Donc, c'est un autre mode de fonctionnement qui n'est pas celui du militantisme où on gravit les échelons et on arrive en position de leadership. Ensuite, non. Mais le revers, justement, de cette organisation est que lorsqu'ils arrivent à gagner des batailles, un peu comme ça s'est passé au Népal, ça s'est passé à Madagascar, finalement, ceux qui ramassent le pouvoir à la limite ne sont pas de la Gen Z. Donc, c'est comme s'ils font le travail. Et d'autres s'approprient le mérite. Non, mais c'est l'histoire de toutes les révolutions. C'est l'histoire de toutes les révolutions. Jamais, au grand jamais, ceux qui étaient dans les rues n'ont été jamais les bénéficiaires d'un mouvement. Non, c'est-à-dire que ça, c'est normal. C'est qu'ils sont entre 27,
et 18 ans, c'est leur rôle de se révolter. Moi, je trouve ça normal, je trouve ça même sain. Et je trouve même bien qu'ils fassent leur classe tôt, parce que bientôt, l'âge, les factures, la paternité, les responsabilités viendront et leur donneront une maturité qui, elle, est nécessaire pour l'exercice du pouvoir. Mais pas forcément pour la conquête du pouvoir, parce que la conquête du pouvoir part d'une révolte. C'est un peu ça. Alors, dans quelle mesure, selon vous, ces mobilisations peuvent-elles influencer les agendas politiques nationaux et internationaux? Alors, j'aimerais être optimiste en pensant qu'on va quand même les écouter, parce que la santé et l'éducation, pour parler du Maroc, c'est quand même important. La lutte contre les pénuries et la cherté de la vie à Madagascar, c'est quand même important. Et donc, oui, j'aimerais quand même que les dirigeants les écoutent et au moins prennent en compte certaines de leurs revendications. Maintenant, pour être moi-même déçu des printemps arabes, je dis on va observer ça, mais dans tous les cas, il faut garder à l'esprit que c'est une génération qui a les moyens de faire quelque chose, qui vit dans un monde qu'elle maîtrise mieux que nous, mieux que nous-mêmes, et de toutes les façons, tout le monde travaille, on travaille au profit de ses enfants et donc de sa jeunesse, et donc je pense qu'il y a un intérêt quand même à écouter ce qu'ils disent. Est-ce que vous avez l'impression que les gouvernants ou les gouvernements prennent cette génération au sérieux, ou est-ce qu'ils sous-estiment sa capacité à transformer le réel? Oui, je dirais oui et non. Alors, il y a eu un premier mouvement où, par exemple, des thématiques comme l'équité, l'inclusion, la diversité étaient vraiment très prégnantes dans la société. Le changement climatique, tout ça, ce sont leurs thèmes. Et aujourd'hui, on a eu le basculement qu'on a aux États-Unis, où on a l'impression d'un retour un peu plus conservateur, mais pas qu'aux États-Unis, Italie, un peu partout, on a un retour un peu plus conservateur. Mais il n'en demeure pas moins vrai que ce sont quand même des Gen Z aussi qui ont porté Trump au pouvoir. Ils ont quand même cette capacité à créer des choses, Donc, on va quand même suivre, et puis on fera un bilan. Est-ce que cette génération, selon vous, peut-elle incarner une alternative crédible dans la construction de futurs modèles politiques et sociaux? Est-ce qu'on peut créer une forme de nouveau modèle à partir de ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui? Oui, mais c'est déjà en train de venir. D'un point de vue purement économique, on a aujourd'hui le Bitcoin, et les crypto-monnaies qui se reposent, donc la blockchain, donc qui repose sur une forme de décentralisation. Ce sont des gens qui ont grandi dans un monde un peu plus décentralisé. Je ne pense pas que quand ils auront dans 15, 20 ans ou 25 ans, quand ils viendront aux affaires, ils feront autre chose que ce qu'ils ont connu. Oui, en fait, je pense qu'ils vont quand même refaçonner le paysage politique mondial. Ça, mais ça, c'est normal, parce que c'est ça à ça que sert le temps. C'est-à-dire que, pour prendre même l'histoire politique du Bénin, de 1960 à 72, on a connu une instabilité politique parce qu'on était quand même un État jeune et tout. De 72 à 90, on a connu un régime marxiste-léniniste qui était plutôt aux mains de fer, que d'ailleurs nos parents ont connu. Donc la démocratie telle qu'on la vit aujourd'hui, pour quelqu'un par exemple qui n'a connu que la période du PRPB, il va se perdre. Donc ça veut dire que les sociétés se façonnent progressivement. Donc oui, moi je crois fermement qu'ils ont le moyen de... Voilà. Après, la forme que ça va prendre, c'est-à-dire la doctrine politique qu'il y aura derrière, moi je suis curieux quand même de voir ça, mais oui, forcément. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de laisser une empreinte dans l'histoire, la Gen Z? Toutes les générations laissent une empreinte dans l'histoire. Eux, ils font leur pas. Eux, ils font leur pas. Et de toutes les façons, la génération qui vient après, moi je suis curieux de voir cette génération-là qui est celle de mes enfants, qui déjà n'a pas les mêmes codes qu'eux. Et donc, oui, bien sûr, on laisse une trace dans l'histoire et en fait, on va voir ça. Et si vous devez résumer en une phrase l'apport de cette génération aux luttes mondiales, qu'est-ce que vous dites? Je dirais équilibrer l'individu. C'est des individus qui ont conscience d'eux-mêmes, qui ne tombent plus pour les grands slogans, les grandes causes, et qui visent d'abord leur équilibre et leur bien-être. Donc, ce n'est pas des gens qui vont sacrifier leur paix intérieure, leur santé mentale, ce que vous voulez, au nom d'un grand idéal qui n'est... Non, c'est des gens qui sont bassement pragmatiques, ça c'est vrai, on ne le dit pas souvent, mais c'est des jeunes qui font leurs calculs de la façon la plus froide possible, et c'est des jeunes qui savent à peu près ce qu'ils veulent, et donc qui ne vont pas se laisser embrigader dans certaines choses dans lesquelles nous n'aurions pu tomber. Et ceux qui disent qu'ils sont manipulés? Non, il
Je pense qu'il faut guérir. Il faut guérir de cette illusion selon laquelle il y a un gourou quelque part qui tire les ficelles. Vous savez, un individu est capable de s'asseoir, et c'est ça qui fait un homme, de faire le point de sa vie et de dire ça ne va pas. La seule différence entre eux et nous, c'est que nous, on a été éduqués, parce qu'en Afrique, on a ça, la culture du groupe et tout, à terre une certaine forme de mécontentement, de trucs là qu'on a parce que culturellement, ça ne se fait pas, ou on a nos canaux pour faire ça, et eux, ils ne sont pas dans ces codes-là. Donc, c'est des jeunes qui te diront froidement, ça ne passe pas. Donc, manipuler, non, parce que ce qu'ils dénoncent quand même est réel. Donc, voilà. La Gen Z, les nouveaux acteurs de la révolution dans le monde, décortiqués, décryptés par Aaron Akinosho, merci d'être passé sur Bonjour le Bénin, nous apporter votre lecture sur ce phénomène qui se construit sous nos yeux, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer, l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Vous passez une excellente journée du lundi, du mardi, pardon, je suis anachronique. Vous passez une bonne journée du mardi et à très bientôt. Après cette parenthèse politique et, allez, pour ne pas dire d'analyse sociale, pourquoi pas, parce que c'est un fait de société, nous allons ouvrir la page santé. C'est avec Heureuse Danondé, nous allons parler de santé materno-infantile. On reçoit également avec nous Amandine Aniabossou, Patrick Diossou. Le plateau change de configuration. Donner la vie, c'est une aventure unique, pleine d'émotions, de découvertes, mais aussi de grandes responsabilités. Parmi elles, l'alimentation occupe une place essentielle, car ce que mange une future maman, c'est aussi ce qui nourrit la vie qui grandit en elle. Les besoins nutritionnels évoluent à chaque étape de la grossesse en fonction de l'âge et des besoins du bébé. Fer, calcium, vitamines, protéines. Eh bien, ce matin, nous allons parler de santé materno-infantile et comprendre ensemble quels sont ces besoins nutritionnels selon les âges pour mieux accompagner les futures mamans et donner à chaque enfant le meilleur départ possible. Bonjour Heureuse. Bonjour Eman, merci de bien planter le décor. Vous êtes venu ici en courant, je ne trahis aucun secret, Pat. Vous êtes venu. Ce sont les réalités du direct, vous êtes venu tout calmement. Bonjour. Oui, bonjour Eman. Comment allez-vous? Oui, très bien, merci beaucoup. Amandine. La plus à l'heure. Je veux bien voir ce que ça donne de vous voir courir pour monter sur le plateau. Vous voyez, on fait en fonction de sa morphologie. Ah oui, tout simplement. Bon, non, ça c'est une punchline qu'elle vient d'envoyer. Vous n'êtes pas de la Gen Z par hasard? Est-ce que vous savez que je peux mieux courir que vous? De la Gen Z? Bien non, sûr. Heureuse n'est pas de la Gen Z. Bien sûr. Vous n'êtes même pas de la génération Y, c'est même la génération X. Ça fait la peur là. Amandine, ça va? Ça va bien. La Gen Z, il y en a parmi dans votre entourage? Vous en connaissez? Non. Des jeunes aux élans contestataires? Non. Non. Patrick, vous en connaissez, vous? Oui, il y a quelques-uns que je connais. Et ils sont toujours amenés à vouloir rectifier. Enfin, ils veulent rectifier. Ils sont dans la contestation. Ils contestent tout ce qui se trouve autour d'eux. Et c'est toujours difficile de vouloir les gérer. C'est ça que je dis. Mais ils ne sont pas si mauvais. Hein. Non, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais il ne faut pas aller à l'encontre. C'est des éternels insoumis. Voilà, il ne faut pas se mettre à vouloir les contrer, à vouloir les contrarier. Les contrarier, non. Et surtout quand on touche à leurs intérêts, là, il faut essayer de faire avec. Je me rappelle, ne tasse pas mes mots ici. En 2018, quand une affaire de taxation d'Internet, tout le monde s'est levé parce qu'on a touché à nos intérêts. En fait, j'ai l'impression que tant qu'on ne touche pas personnellement vos intérêts, vous ne vous sentez pas concerné par la lutte. On reste loin, on observe, mais le jour où vous êtes directement touché et que vous êtes battu de plein fouet par cette réalité-là, vous pensez qu'il faut se lever. C'est malheureusement ce qui se passe. On dit, je suis là. Et j'ai vu le voisin, on est venu chercher le voisin, ça ne m'a rien dit. On est venu chercher sa femme, ça ne m'a rien dit. Mais le jour où on a toqué à ma porte, il n'y avait personne pour me venir en aide. Il s'est tué, tout le monde était parti. Comme l'a dit quelqu'un, il faut casser les omelettes, il faut casser les œufs quand on fait des omelettes. Oui. Vous acceptez cette assertion jusqu'au jour on casse vos œufs pour faire des omelettes à quelqu'un d'autre. Alors, on n'est pas seul sur ce plateau Heureuse pour évoquer ce sujet santé. On a un invité. Nous sommes avec Patrick Zinvoedo, qu'on ne présente plus. C'est un habitué de ce plateau.
Merci d'être là. C'est un grand homonyme à moi. Ah, mais oui. On a deux Patrick sur ce plateau. Un Patrick en face d'un Patrick. Oui. Ça donne quoi déjà? Ça donne un Patrick D en face de Patrick Z. Alors, Eman, comme vous avez su le dire, nous parlons aujourd'hui de l'alimentation de la femme enceinte. C'est capital. Nous allons y aller trimestre par trimestre avec notre invité. Mais d'abord, nous allons suivre ce reportage que Yasmine et Amandine, Yasmine Damata, a eu le plaisir de nous réaliser. Échanger, comprendre et mieux agir pour la santé de la mère et de l'enfant, c'est tout le sens de cette causerie initiée autour du thème « Grossesse sereine et si votre santé joue un rôle ». Une rencontre conviviale animée par médecins généralistes, sages-femmes et nutritionnistes à l'intention de futurs parents venus nombreux s'enrichir. Les papayes en entier n'ont pas forcément cet effet pour au cours de la grossesse. Ce sera moyen de dire non, ne prenez pas tout de papaye. Cette séance d'échange vise à sensibiliser sur l'importance de la santé physique et nutritionnelle pendant la grossesse. Nous avons vu un peu avec elles comment leur alimentation peut impacter leur grossesse. Et tout ceci dans l'objectif de réduire les problèmes de mortalité materno-infantile. On a vu tout à l'heure en quoi les diverses supplémentations, que ce soit en acide folique, que ce soit en fer, que ce soit en vitamine B12 et autres, sont importants pour le bon déroulement de la grossesse. Et toutes ces supplémentations peuvent se retrouver dans l'alimentation quotidienne d'une femme enceinte. Donc, il faudra donc agir sur tout cela et équilibrer cela pour un bon déroulement de la grossesse. On peut commencer par dire que... Un moment d'apprentissage, mais aussi de partage d'expériences entre couples et professionnels de santé. La chose qui m'a le plus attirée, c'est quand ils ont parlé de l'obésité. Je ne savais pas que ça pouvait entraîner une fausse couche, par exemple. Et qu'il fallait aussi se faire suivre par les nutritionnistes pour ne pas perdre son nouveau-né. J'ai vu l'importance de la vitamine D, par exemple, et les aliments qu'il faut éviter pendant la grossesse. Ce qu'on appelle calaba. C'est un aliment qui conduit à l'anémie et que les femmes enceintes doivent éviter. Et je sais que prochainement, je dois aider mon épouse à éviter ces aliments-là. Entre sensibilisation, conseils et témoignages, cette causerie aura permis de rappeler une vérité simple. Une grossesse sereine, c'est d'abord une affaire de santé, d'alimentation et de soutien. Car prendre soin de la mère, c'est déjà protéger la vie qui naît. C'est bien cela, prendre soin de la mère, c'est protéger la vie qui grandit, qui naît, qui grandit. Tournelle, on vous a vu enceinte ici, heureuse, on peut dire, vous faites tout, n'importe quoi. Vous prenez 250 kilos qui repartent, qui s'évaporent dès lors que vous accouchez. Imagine heureuse avec 250 kilos. Mais franchement, quoi. Non, mais tout le monde sait que quand heureuse tombe enceinte ici, bon, rien ne change en tant que tel. Amandine, nous confirmez? Je confirme. Rien ne change en tant que tel. On me signale dans l'oreille que lorsque vous tombez enceinte, le premier signe indicatif, ce sont vos popotins qui deviennent généreuses. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau et comme je vous l'avais annoncé, nous sommes avec notre invité, le nutritionniste diététiste Patrick Zivoedo. Alors Patrick, pourquoi l'alimentation de la femme enceinte est aussi cruciale? Alors, l'alimentation de la femme est cruciale parce que l'aliment... La femme enceinte. La femme enceinte plutôt, la femme enceinte. Parce que l'aliment joue un rôle très important au niveau des cellules. D'accord. Parce que ça va directement vers les cellules et quand les cellules reçoivent les types de vitamines, des protéines, alors le processus, le métabolisme se fait naturellement. C'est pourquoi tout à l'heure le médecin disait il faut la vitamine D, c'est très important. On a ce problème à tout moment, même déjà à 50 ans, si tu n'as pas un bon taux de vitamine D. C'est pourquoi beaucoup de femmes, parce qu'il y a la ménopause, andropause, il y a ce problème de fatigue, des courbatures, des problèmes d'articulation, parce que les muscles n'ont pas retrouvé les types d'aliments qu'il faut, tels que la vitamine D, le fer, le magnésium, le calcium et aussi d'autres minéraux dont la femme enceinte en a besoin
en permanence, pour bien réussir. Au cours de nos échanges, nous allons essayer quand même parce que même moi encore, quand on dit vitamine D, je ne commence pas à chercher dans quel aliment on trouve, dans quel fruit et tout. On va y aller en donnant les apports nutritionnels, les éléments nutritifs, dans quel aliment on peut les trouver. Lorsque vous parlez de vitamine D, on retrouve ça par exemple dans quels fruits, dans quels légumes? Alors, laissons les fruits, rentrons dans les... Je prends par exemple l'œuf de caille, le jaune d'œuf de caille. Ah oui, l'œuf très de riche, caille. Oui. Très riche en vitamine D. Les huîtres, en fond il y a d'apin, c'est très riche en vitamine D. Observez bien les femmes qui sont sur les fleuves là, les Soava, Candevier, elles n'ont jamais ce problème. Parce qu'elles consomment ça, elles sont en contact. Au quotidien. Il y a l'escargot. C'est seulement dans l'œuf de caille qu'on a la vitamine D ou bien non, il y a l'œuf de caille, il y a l'œuf de pintade. Et notre poule que nous consommons. C'est hormones. Ça, c'est des hormones. Ça n'a pas de sens. C'est vide, c'est rien. Il n'y a rien là. Oui, pareil. Certains ont même dit que c'est le blanc d'œuf qui est plus riche que le jaune d'œuf. Moi, je sais pas si c'est vrai. C'est que vous venez de remettre en cause presque 25 années de ma vie. On ne finit jamais d'apprendre. En seulement 30 secondes là. On ne mangeait que le jaune. Moi, je mange les œufs de poule presque tous les jours, limite. En te disant que tu te nourrissais de non, vous imaginez à quel point je suis choqué d'apprendre ce matin que c'est vide. Ce n'est pas si vide en tant que tel. Non, vous pouvez renforcer ça par d'autres nutriments. Quand vous faites par exemple l'œuf de poule, frit l'œuf de poule, vous pouvez renforcer par des légumes. D'accord. Là, vous bénéficiez, au lieu de prendre du mayonnaise. Non, déjà, je ne prends pas de mayonnaise. Voilà. Trop gras. Avant, parler de légumes, carottes, poivrons. Donc, quand il s'agit des œufs, il faut se faire recours aux légumes à eau. Notamment. Il y a l'aubergine, il y a courgette, il y a aussi le potiron, il y a le concombre. Donc, quand on coupe là-dessus, ça favorise l'absorption et les cellules reçoivent directement les protéines et ça joue son rôle. Mais quand tu prends œuf, mayonnaise, pain, c'est pas ketchup, alors tu es dans l'au-delà. C'est le combo idéal pour certaines personnes. C'est rien. Non, c'est vide. C'est vide. D'abord, ça subit une température sur le feu, donc il y a déjà moins de vitamines. Donc, mais là, il faut renforcer ça par les légumes frais que tu peux sauter légèrement. Et là, tu manges bien. Oui, bon, nous avons compris avec plusieurs années d'émissions santé qu'on mange beaucoup plus pour nos papilles gustatives que pour la santé même. Mais d'autres vous diront qu'on n'a qu'une seule vie et qu'on ne va pas la passer à se faire des privations. Voilà. Ah mais non, mais je suis pas. Mais à force d'écouter. On a dit ici qu'on mange trop. Parce et c'est là notre souci. Finalement, on a presque tous les jours. C'est ce qui est hier, c'est qu'on mange trop. Aujourd'hui, c'est que l'œuf, c'est pas bon. Demain, ça se trouve, on nous dira que boire beaucoup d'eau, c'est dangereux. Non, pas. J'ai l'impression que jusqu'à vendredi, Patrick Diosso va descendre de ce plateau. Stressé, hautement stressé. Non, depuis hier, on remet en cause tout ce qu'il a comme habitude alimentaire. Oui. Il dit oui. Non, de toute façon, je ne mangeais pas beaucoup. Donc, hier, ça ne me choquait pas. Aujourd'hui, on parle d'œuf qui a vitamine V vide. Alors que souvent, c'est l'œuf de poule que tout le monde mange. C'est le quotidien. Là, maintenant, les producteurs d'œufs de caille peuvent se réjouir. C'est ce qu'on doit en fait consommer au maximum. Vous savez, allez au marché, prenez l'œuf de poule de source naturelle. Prenez l'œuf d'aujourd'hui, comparez. Ah oui, il n'y a pas comparaison. Franchement. Donc, alors quand on a la possibilité de prendre l'œuf naturel, c'est bon. Voilà, mais naturel au moins 3 fois par semaine. Parce que l'œuf, c'est une protéine, ça nourrit les muscles. Mais tu ne mènes pas une activité musculaire. Donc, quand tu ne mènes pas une activité musculaire, il y a les réserves qui sont là. Mais quand tu exagères, ça peut devenir autre chose dans le rein. Donc, pour ceux qui veulent prendre du muscle, c'est bon, c'est ça? Oui, ceux qui mènent des activités physiques. Tu marches. Par jour, tu fais au moins 45 minutes de marche, tu reviens, il faut compenser parce qu'après, tu peux te retrouver à la faiblesse musculaire. Et c'est encore plus dangereux. Docteur, je crois qu'on va faire une autre émission. On ne peut pas prendre l'œuf tous les matins.
Amandine, permettez qu'on poursuive dans la dynamique entamée. Par exemple, quand nous parlons des femmes enceintes. Okay, on va revenir sur ça. Okay. Ne vous inquiétez pas, ça intéresse beaucoup, même moi aussi. Mais lorsqu'on en vient à la femme enceinte, on a dit, nous avons 3 trimestres en ce qui concerne la grossesse. Mais pour le premier trimestre, qu'est-ce qu'elle doit consommer? Qu'est-ce qui est important pour la formation de l'œuf, pour la formation du fœtus? De l'embryon. Oui, en matière d'aliments. Il faut du lait. Notre lait de vache? Le lait de vache. D'accord. Il faut du yaourt. D'accord. Il faut des compotes de pommes. C'est-à-dire, quand on dit compotes de pommes, je prends les pommes fruits rouges là, je prends un goyave et je malasse. D'accord. Je mets un peu de curcuma dedans. Et ça dit, elle est dans les soupes, les fruits moulus. Ça, c'est déjà une soupe que vous avez donnée. On peut rapidement reprendre ça pour qu'il note ou qu'elle note. Les smoothies, c'est ça? Voilà les smoothies. Donc, compote de pommes. À base de goyave. À base de goyave. Parce que goyave, c'est vitamine C. D'accord. Alors, on prend goyave bien mûr. On prend la pomme fruit rouge. D'accord. Parce qu'il y a des variétés de pommes fruits rouges. C'est pas ce qu'on met sous le soleil rouge là. Non, allez à la sauce. Rouge à la sauce. À la sauce. Et vous verrez, il y a des formes de variétés. Il y a rouge, jaune, rouge, vert. Accentuez-vous plus sur rouge, jaune, rouge, vert. D'accord. Et vous prenez maintenant, vous coupez, vous enlevez les graines. Vous préparez ça à vapeur avec de la goyave et vous passez aux moulinettes, vous obtenez une smoothie. D'accord. Et sur ça, maintenant, vous mettez un peu de chose là, de fenouil. Fenouil, ça se trouve chez les babas, ils vendent ça souvent. Oui, c'est aux épices aujourd'hui. Les épices là, voilà. Et vous saupoudrez, vous prenez ça. Le matin, un peu fenouil là, c'est ça qu'on appelle sokoli. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Vous rendez ça moulu et vous saupoudrez au moins un verre bambou, matin, midi. Le matin, c'est le yaourt. Son yaourt doit être à base de la menthe. Feuille de menthe, feuille de laurier. Décidément, mais ce qu'on dit, pour les gens qui n'ont pas une bourse assez élargie pour se permettre ce qu'ils pourraient qualifier de fantaisie, comment est-ce qu'ils font? Parce que là, c'est que vous avez la plupart des gens qui... Vous devancez peut-être l'inviter parce qu'il sait qu'il y a des femmes rurales qui nous suivent, qui n'ont pas le yaourt au quotidien. Oui, mais par exemple, au village, il y a la goyave, il y a Asro. D'accord. Il y a le néré, Arwa. Alors, c'est des choses simples qu'on peut rendre en smoothie et boire depuis là-bas. D'accord. Même la feuille du baobab. La feuille du baobab, vous savez que c'est gluant. Alors, on peut prendre ça pour préparer la pâte de sorgho et prendre avec pour les 3 premiers mois. Ça remplace un peu comme le crin-crin. Voilà. D'accord. Parce que c'est riche en protéines, en fer, vitamine D et aussi vitamine C. Donc ça regroupe tous les éléments. D'accord. Donc la femme en a besoin. Parce que chez eux là-bas, il n'y a pas le yaourt, mais on peut même à Sro, pomme locale, on peut prendre ça. Parce que les 2 formes sont importantes. D'accord. Il y a Asro et Sisro. D'accord. Il y a Wosro et Sisro. Sisro, c'est-à-dire ce qui fait l'eau, c'est ça? Très bien. Et l'autre qui fait un peu c'est pâteux. Fondant, façon. Ok, d'accord. Déjà c'est la seule, ça regroupe beaucoup de vitamines. D'accord. Et les gens du Nord ont un principe, c'est-à-dire ils prennent le sorgho rouge, le sorgho blanc, on pile. D'accord. On pile, et quand on pile, vous verrez les flocons du sorgho. C'est avec ça devient comme quoi à la surface de l'eau là. Avec ça, on fait la bouillie. Et on prend le lait de vache pour mettre un peu dedans. D'accord. Et la femme consomme. Encore que c'est possible ici aussi, on a le sorgho, on a le mil, on a tout ça ici. On a le millet, on a le sorgho, on a le fonio. Donc ces 3 éléments, il faut les piler. Il ne faut pas amener ça au moulin, il faut les piler dans un mortier. C'est que c'est un travail un peu dur, au moins 10 heures de temps. Il faut bien piler, faire le tamis, repiler, faire le tamis. Et tu fais la bouillie de ça. Naturellement, tu bénéficies. Maintenant, il y a déjà aussi ces produits-là. Il y a des producteurs ou des productrices qui sont dans cette transformation-là aussi. C'est sur le marché, poudre de mil, de minéraux, ainsi de suite. On peut trouver également pour ces fonctionnaires-là, ces femmes-là. Voilà, rapidement. Même il y a certains supermarchés, ils vendent aujourd'hui en kilo et tu peux te servir rapidement et faire ta bouillie et consommer. D'accord. Donc, si on résume, au premier trimestre, on a besoin des produits riches en vitamine D. Oui. En protéines aussi. En protéines maigres. D'accord. C'est-à-dire les yaourts, les fruits. On retrouve des protéines maigres dans les fruits. D'accord. Les 3 premiers mois pour la solidification du fœtus. D'accord.
Voilà. Mais quand on ne respecte pas ça, quels sont les risques liés à cet échec au premier abord, au démarrage, je dirais? Le ballonnement, la nausée, le vertige, la constipation. C'est parce que l'organisme n'a pas pu retrouver tous les nutriments. Peut-être on te prescrit, le médecin gynécologue te prescrit des médicaments, mais va voir un nutritionniste. Et il base sur le médicament, les molécules, pour te concevoir le type d'aliment qu'il faut. Et là où tu es dans l'équilibre. Et tu respectes les 70 à 100%, 70 à 100% de calories qu'il te faut pour les 3 premiers mois. Ok, pour solidifier, le fœtus. Vous verrez qu'il y a d'autres femmes enceintes, après 2 mois, elles perdent. À cause des efforts, des activités, elles perdent. C'est parce qu'il n'y a pas de nutriments. Le médicament est là. Mais il faut des nutriments pour solidifier. D'accord. Donc il faut forcément un travail entre gynéco ou sage-femme et nutritionniste. Sincèrement, c'est un réseau. D'accord. Il faut qu'il y ait une compréhension entre eux. Et va voir telle personne, je te recommande vers tel nutritionniste. Et il tient compte de l'ordonnance et il conçoit le menu adapté à ça. Et facilement, tu t'en sors. Nous obtenons un petit bébé ou bien... Parce qu'on dit souvent que les premiers mois sont cruciaux pour la femme enceinte, pour le bébé. On doit faire tout possible, suivre les conseils du médecin, du nutritionniste et atteindre l'objectif des 3 premiers mois. Là, et passer les 3 premiers mois, on peut être en roue libre. Correctement. Docteur, on va revenir sur ça une prochaine fois pour le second semestre. Mais quels sont les produits? Il n'y a pas de second semestre pour une grossesse. Second trimestre. à moins que vous voulez porter une grossesse de 12 mois. Encore qu'il y a des femmes qui en ont porté, mais ce n'est pas la norme. C'est ce qui est extra. Alors, pour ces femmes-là qui, en début de grossesse, ont cette tic-là, ça salive, on a la crachat, le crachat et puis la nausée. Voilà, la nausée. Qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre ça en début de grossesse en matière d'alimentation? C'est manque de vitamine C. C'est tout. Manque de vitamine C. Vous verrez que la deuxième étape, trimestre dont vous parlez, le médecin insiste toujours sur la vitamine C dans les ordonnances. Il faut bien observer vitamine C, tant. On fait recours maintenant aux fruits riches en vitamine C, sauf le citron et le pamplemousse. Parce qu'une femme en état ne doit pas consommer du citron et pamplemousse. D'accord. Oui. Là, on retrouve les fruits riches en vitamine C ou bien les légumes riches en vitamine C. Mais certaines femmes disent que c'est avec du citron qu'elles coupent leur nausée et leur... Parce que quand la femme est enceinte, elle a d'autres envies. Hein. Vraiment. C'est normal. Bon, moi, d'où viennent les envies, mesdames? Vous dites c'est le bébé, il y a la bouche. C'est le bébé qui demande. J'avoue que... Certains enfants de trop. Vous voyez que vous avez maintenant du mal à défendre votre corporation. Mais vous voyez, il y a de ces couples-là où... La femme, c'est la meilleure période pour elle d'obtenir de ce qu'elle veut. De se venger. Le bébé veut fouiller le téléphone, veut vérifier les messages WhatsApp, donc pour pouvoir se calmer. Le bébé veut le bruit de la pluie sur le toit. Alors, docteur, on poursuit. Donc, on a besoin de la vitamine C pour éviter ces nausées en début de grossesse et les manques d'appétit. Les manques d'appétit. D'accord. Par exemple, la mangue, maintenant, contient de la vitamine C. On peut consommer la mangue. On peut faire smoothie de mangue. D'accord. On fait smoothie de mangue avec un peu de... l'infusion de céleri ou bien l'infusion de menthe. Oui. La menthe ne coûte rien, ça peine 300 francs. Tu fais son infusion, tu prends comment on appelle la mangue gouverneur ou bien la mangue hérisson, et tu coupes, tu fais son smoothie, et tu mets ça dedans, et tu consommes. Ou bien tu prends du tamarin, le tamarin, vous savez bien, avec de la menthe surtout, un peu de miel, et tu bois ça. Mais vous avez dit qu'une femme enceinte ne peut pas prendre du citron ni les pamplemousses. Mais le tamarin aussi, quand même, c'est un peu acide. C'est pourquoi j'ai atténué par la menthe. Ah, d'accord. Oui. D'accord. C'est atténué par la menthe. Donc ce n'était pas pour des considérations gustatives. Non, pas du tout. C'est une composition homogène pour permettre à la femme... Parce que la menthe lui permettra de digérer. Et ça dit que la femme enceinte peut utiliser également le citron atténué par la menthe ou c'est d'office proscrit?
C'est d'office proscrit. Parce que, moi, excusez-moi, j'ai mon grand-mère qui est sage-femme et c'est une personne âgée. Hein, elle dit toujours, il faut éviter de prendre du citron quand une femme est en état. Ça peut provoquer aussi le vomissement. D'accord. Ça peut faire détruire aussi le fœtus. Mais comment est-ce qu'elle fait face alors à la nausée? Oui, la nausée, peut-être c'est dû au manque de vitamines. Vitamine C. Vitamine déjà C. Consommer de la vitamine C pour voir si la nausée est persistante. Voilà. Mais la vitamine C ici, il faut retrouver, il y a des catégories de vitamine C, moins, plus. Parce que vous voyez, mais pourquoi tout à l'heure quand je disais le tamarin, j'ai dopé par la menthe. Quand il y a la menthe dans le tamarin, la vitamine C diminue. D'accord. Donc il faut une concentration de menthe. Peut-être quand vous prenez le tamarin, vous divisez en deux, vous prenez au moins demi-litre d'eau, vous chauffez, et il faut au moins 2 poignées, ou bien 2, je sais pas, formes de menthe, que vous faites l'infusion, et là vous dosez, il y a l'équilibre. Ok. C'est pour le dernier trimestre. On est toujours au premier trimestre. Oui. On n'est même pas encore au deuxième. Non. Il faut accélérer parce qu'on en a. On ne va pas parler des 3 impossibles. C'est vaste. Assurez-moi qu'on ne va pas revenir sur le sujet demain. On en revient. Mais déjà, il faut rectifier. Il paraît que le fenouil, ce n'est pas soukouni. Il paraît que c'est 2 épices différentes. Donc, on va chercher. Qui connaît le nom enfant ou dans une autre langue. Nous envoie ça sur nos plateformes. Exercice de maison à rendre demain sur le plateau de Bonjour le Bénin. Alors, je dis, professeur, est-ce qu'on peut récapituler ici sur ce plateau, lorsqu'on est au niveau du premier trimestre, pour solidifier le fœtus, pour éviter les nausées, les pertes d'appétit, que faut-il très rapidement? Très rapidement, faire recours au goyave avec du pomme fruit. Et vous faites son smoothie. Et si vous avez les nausées, faites recours au vitamine C et surtout le tamarin avec un peu de menthe. Faites son infusion. Et il faut aimer plus les légumes et les prendre. Du yaourt, par exemple, de pommes locales pour ceux qui sont dans le Bénin profond. Et aussi un peu du néré, du tamarin, et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense que les femmes enceintes ont pris bonne note. Celles qui viennent évidemment d'avoir le arrêt. C'est un bus. L'application s'appelle comment déjà? Flo. Celle que Flo à qui Flo a notifié qu'elles ont des retards aussi. De 24 heures. Allez. Ça encore, il y a espoir. Elles savent désormais à quoi s'en tenir en ce qui concerne leur alimentation prochaine. Parce que plus rien ne sera comme avant. Allez, on vous souhaite beaucoup de courage dans cette période. C'est aussi une période de bonheur parce qu'on apprend à redécouvrir son corps. On apprend à fonctionner autrement. Il faut la vivre intensément. Il faut la vivre intensément et profondément. Merci, M. Zinvo, et de vous passer une excellente journée du mardi. Merci. Et à très bientôt par ici sur Bonjour le Bénin. Pat, c'est à votre tour à présent. Avec on revient demain. On va évoquer les différents événements à la une, n'est-ce pas, ce 21 octobre. Tout à fait. 21 octobre. Éphéméride de 21 On ne va pas y aller tout de suite, Pat. Il y a ça qui vous installe. D'accord. Patrick Dessous, c'est avec vous à présent. On sait que tout à l'heure, on va parler d'une pépite du dancehall en Guinée. Oui. Mais ce n'est pas par ça on démarre. On démarre par l'éphéméride de ce 21 octobre. Oui, juste 2 dates. 21 octobre 1945, c'est la date d'un référendum qui a permis en France aux femmes de voter. Vous imaginez que jusqu'en 1945, les femmes ne votaient pas. Absolument en France. pas. Elles n'avaient pas le droit de vote. Elles n'avaient pas le droit de vote. Et l'on se dit actuellement... Tu vois, heureuse et kaki, les jeux, c'est cela aussi. 1945, c'est récent quand même. Absolument. C'est à partir de cette date, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH, que les femmes ont acquis le droit de vote en France. Oui. Sinon, elles ne votaient pas. Et donc, ceux qui pensent qu'en Europe, c'était déjà depuis des siècles que les femmes... Non. Finalement, leur développement n'a pas commencé il y a longtemps. Non, il n'y a pas très longtemps. Donc, 1945, le 21 octobre, à partir de ce référendum. 1956, l'Afrique, et précisément le Kenya, a connu une capture
la capture d'un chef rebelle. Son nom, c'est Dedana Kimati. C'est le chef rebelle des Mau Mau. On écrit M-A-U, M-A-U. Les Mau Mau sont des rebelles. Bon, nous, on dira, puisque nous sommes africains, ce sont des revendicateurs, pas des rebelles, des revendicateurs qui voulaient que le Kenya soit au Kenya. Parce que les Britanniques avaient accaparé toutes les terres, tout le territoire kenyan, et les Kenyans se retrouvaient comme étrangers dans leur propre pays. Donc, ils ont commencé une revendication. Et cette revendication les a poussés à aller à l'affrontement, à être un peu, je dirais, sauvages, entre griffes, parce qu'ils attaquaient les colons qui avaient des fermes. Les fermes éloignées, ils se constituaient en groupe, ils allaient attaquer les fermes et ils détruisaient certaines fermes, ils tuaient père, mère, enfants, tout et tout. Et donc, c'était de la revendication. Mais ce qui a donné suite à cette revendication, c'est que l'armée britannique est venue. Elle a été encore plus féroce. L'armée a détruit 200 000. Non, enfin, les chiffres, ils n'arrivent pas à quantifier. Mais le nombre de colons, c'était juste une trentaine de colons tués par rapport au nombre de Mau Mau tués. L'écart est assez grand. Et le 21 octobre a été le jour décisif quand ils ont capturé le chef rebelle qui a été exécuté après. Il a été tué. Il a été décapité. Et quand on l'a décapité, on n'a pas permis au peuple de savoir où son corps a été enterré. Et cela rejoint beaucoup d'histoires. Parce qu'on ne voulait pas que le lieu puisse servir de sanctuaire, qu'on puisse le transformer en martyr et puis aller prier sur ce lieu-là. Donc, c'est seulement en 2017 qu'on a pu repérer, vous imaginez, depuis ces années-là, qu'on a pu repérer le lieu exactement où il a été enterré. Bon, voilà, ce ne sont pas des C'est bien d'écouter ce genre d'histoires aussi qui ont agité le continent. Ça fait toujours plaisir d'en apprendre un peu plus. C'est de la culture la culture générale. Et puis on en vient à cette jeune dame qui a brisé les codes pour ouvrir la voie à toute une génération pionnière du dancehall féminin en Guinée. Queen Rima est aujourd'hui donc, on va le dire, une étoile montante du continent et son style mêle rythme afro et sonorité dancehall. Vous nous parlez d'elle puisqu'elle sera en concert au Bénin. Elle sera en concert au Bénin ce soir. Ce soir même. Elle sera un concert gratuit organisé par les étudiants. C'est en partenariat avec les étudiants et l'Institut français du Bénin. Elle-même, elle va d'abord se présenter à nous. On suit cet élément. Famille, je suis Queen Rima, artiste, chanteuse, danseuse. Je viens de la République de Guinée. Je suis finaliste au prix RFI Découverte 2025. Je fais du dancehall fusion afro, un mélange de rythme traditionnel et du vibes dancehall. Subarema, Guinée na minima, Madina makiti, mungesa dorna. Subarema, Guinée na kuruma, matoto makiti, mungesa dorna. Sare mati mademba ya balwe na mfema, kosoka sekonto filike fude na bomema, soge wana tirema, malabu yomun. Peace and love, merci à vous mes frères, on est ensemble. Le rendez-vous au sommet, cette fois-ci c'est la victoire. Voilà donc Rima ou Queen Rima, prix découverte RFI 2025, qui sera donc un concert à l'université d'Abomey-Calavi. Oui, gratuitement. Concert gratuit organisé, je disais, par l'IFB, l'Institut français du Bénin, en corrélation, en partenariat avec la FNEB, la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Oui. Donc, un concert gratuit, ça commence à 19h, c'est ce qui a été dit. On espère qu'ils vont commencer effectivement à 19h. Et c'est sur le lieu de sport. Le terrain de sport. Le terrain de sport
de l'université d'Abomey, Calavi. D'accord. Oui. Ce sera l'occasion pour ceux et celles qui ne connaissent pas Queen Rima de la découvrir à travers tout son talent, évidemment, qu'elle déploie, toute pionnière, on va dire ici, du dancehall qu'elle est pour la Guinée. Oui. Et on finit avec Bioguera, le roi Saül. C'est bien cela, Patrick Dessous. C'est un ouvrage que vous nous faites découvrir. Oui, c'est un ouvrage écrit par quelqu'un que j'ai en face de moi. On l'appelle Ami, A-M-I. C'est l'apôtre Martin Ignace. Son nom de famille, c'est Dossou. Ami, bonjour. Bonjour, M. Patrick. Alors, Ami a écrit cet ouvrage, Bioguera, le roi Saül. Mais vous savez, Bioguera, aujourd'hui, nous sommes, ce mois, nous sommes en train de parler du mois du consommation local. Parler de Bioguera, ça entre en ligne de compte parce que c'est un héros national, un héros de notre pays. Nous avons l'habitude d'écouter un chant. Je voudrais vous inviter à suivre juste un petit extrait de ce chant. Ça va vous rappeler des choses. On va espérer, évidemment, qu'on ait tous ces éléments-là très très prochainement. On va se focaliser sur le contenu de cet ouvrage, Bioguera, le roi Saül. Alors, Bioguera, le roi Saül, un ouvrage qui fait la part belle à Bioguera, mais en même temps au roi Saül. Comment vous avez pu avoir cette idée de comparer un héros national, un roi biblique, une histoire de notre temps à une ancienne histoire? Voilà, je dis merci. Oui. Je l'ai comparé parce que, vous savez, c'est de la typologie au fait. La typologie qui est la science qui révèle les types et les systèmes. Oui. Et il est écrit que ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Donc, il nous faut chercher des gens qui sont dans le présent, dans le futur, afin de savoir qui ils sont. Et lorsque vous allez voir, il y a une famille alliée à la famille du roi Saül, qui est une famille Guéra. Voilà. Donc, même en Israël, il y a la famille Guéra. C'est ce qui a poussé vous l'avez dit à la page 36, je crois. Oui, si mes souvenirs sont bons avec la lecture que j'ai faite. Le roi Saül, allez-y. C'est déjà quand même un ouvrage qui est clair. Alors, donc, lorsque l'on retrouve Guéra dans la famille du roi Saül et Guéra ici, vous pensez que ça peut être la même personne, la même personnalité, le même feeling? Justement, c'est ce qui a suscité ma curiosité. Parce que je me dis, comment se fait-il qu'on trouve un Guéra en Israël? Et lorsque j'ai commencé, déjà connaissant un peu la Bible, et quand j'ai vu la façon dont les derniers temps du roi Saül, j'ai commencé par voir que ça rimait avec le chef de guerre Bioguera. Oui, et vous avez fait une comparaison. Vous avez trouvé 21 similitudes. Justement. 21 similitudes. Justement. Et on peut avoir déjà une idée de cette similitude? Je vais vous en donner rapidement. D'accord. Vous prenez par exemple, d'abord le roi Saül, il est tombé les armes à la main sur la montagne de Gilboa. Et lorsqu'il tombait le jour-là, ses fils sont morts avec lui. Et il s'était donné la mort après avoir été grièvement blessé par les ennemis. Vous comprenez? Et donc, quand il a été blessé, il s'est dit qu'il ne faudrait pas qu'il se laisse torturer. C'est pourquoi lui-même s'est laissé jeter sur son arme, sur son épée, et il s'est donné la mort. Après s'être donné la mort, les Philistins qui étaient les envahisseurs, ils sont venus le décapiter. Ils ont pris sa tête, ils ont publié sa tête. Et après avoir publié sa tête, ils l'ont enterré. Il y a des vaillants héros qui étaient allés chercher son corps, qui l'ont enterré sous un arbre. Et quand vous voyez exactement avec Bioguera, Bioguera est tombé sur la montagne de Guérakali. Il a été brièvement blessé par les envahisseurs français et c'est lui-même, pour ne pas se faire torturer, qui s'est donné la mort.
Et après s'être donné la mort, les Français sont venus le décapiter. Ils ont fait promener sa tête comme Saül. Ils ont, le jour où il mourait, ses enfants mouraient avec lui. Et le roi Saül était plus élancé que tous les Israélites, c'est ce que la Bible a dit. Oui. Et Biogera fait 2 mètres, le tombeau de Biogera fait 2,70 m environ. Oui. Et donc, voilà un peu. Oui, Saül était vraiment très élancé. Oui. Il était haut de taille. Mais avec cette comparaison que vous avez pu faire, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'idée de réincarnation? Parce que vous avez dit, c'est une collection, votre collection, c'est collection Maudolo. Maudolo. Oui. Oui. Dieu a parabolé. Oui, il a fait des paraboles. En fait, Maudolo. Oui. Vous savez, Maou, c'est Dieu. Et Dieu est esprit. Oui. Et peu de personnes sont en esprit pour comprendre le langage de Dieu. Il y a le langage de Dieu, il y a le cœur de Dieu. Et pour que Dieu puisse, puisque nous sommes tous les créatures de Dieu, pour que Dieu puisse communiquer avec toute sa créature, il a dit, bon, maintenant pour ceux qui ne sont pas vraiment spirituels, je vais vous parler en parabole. Et dans d'autres versions, il a dit la parabole, sentence, similitude ou bien comparaison. Donc Dieu prend les histoires, il prend tout ce qui est autour de nous pour nous expliquer ce qui est dans le spirituel au fait. Et c'est pourquoi vous allez voir lorsque Jésus est venu dans Matthieu 13, 35, il parlait en parabole et ses disciples lui ont dit, bon, mais comment maître, tu veux faire une communication, mais pourquoi tu parles en parabole? Et il a dit, oui, pour eux ce serait en parabole, mais pour vous je vais vous expliquer les choses du royaume. Et c'est là il a expliqué les choses du royaume. Donc Dieu veut parler avec son peuple et il prend les histoires, il prend les choses passées pour que nous puissions nous voir dedans, parce que l'histoire c'est un miroir. L'histoire, c'est une instruction. L'histoire, c'est un exemple pour chacun de nous. Donc, c'est une réincarnation. Oui. Biogera a une réincarnation du roi Saül, selon vous. Puisque avant même de le faire, j'ai d'abord posé les fondements par l'histoire du prophète Élie et de Jean-Baptiste. Oui. De Jean-Baptiste. Et vous allez voir que Jean-Baptiste est mort décapité, alors qu'il y a la reine Jézabel qui avait promis de décapiter le prophète Élie. Ce qu'elle n'a pas pu faire avant que Élie soit enlevé. Oui. Mais parce qu'il a été promis dans Malachie 4, 5, que Élie reviendra. Et qu'il est effectivement revenu par Jean-Baptiste. Jésus l'a confirmé dans Matthieu 11 et 17. Et pendant l'anniversaire de Hérode, il y a eu une dame qui a demandé sa tête, Hérodiade qui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et donc Jézabel est revenue par Hérodiade pour décapiter Élie à travers Jean-Baptiste. Voilà. Merci. C'est une bonne dose d'histoire. De religion. Ah ouais, franchement, une bonne tasse de thé religieuse. C'est une trilogie, on va revenir sur d'autres ouvrages par rapport à cela. Okay. Mais pour ceci, Biogera, le roi Saül, on peut retrouver l'ouvrage quelque part? Non, pas encore, parce que le samedi prochain, 25, après le lancement, nous allons mettre sur le territoire national. Mais avant, il faudra contacter le 01 67. Non, on ne donne pas. Il n'y a pas de numéro à contacter pour... il faut contacter l'auteur alors. Voilà, tout simplement. Ou contacter Patrick. Oui. Et ce qui est important dans cette affaire, c'est que ce n'est pas les Biogera maintenant, eux ils sont déjà morts. Mais c'est pour nous qui vivons encore. Parce que vous, si l'histoire est le présent et le futur, c'est que vous êtes dans l'histoire. Vous devez aller, chacun de nous doit aller se chercher dans l'histoire et se demander qui étais-je. Et pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Dans ma culture, on parle de Djotor. C'est le Djotor. Ah, d'accord. Oui, c'est le Djotor. C'est le Djotor, en fait. Et vous devez maintenant savoir ça pour que vous ne répétiez pas les mêmes erreurs que votre... oui. Amandine, c'est qui votre Djotor? Je viens d'entendre Djotor. Il faut aller chercher. C'est l'ancêtre éponyme. D'accord. Très bien. Allez, je pense qu'on... Herman veut nous parler de son Djotor. Vous le laissez. Djotor. Oui, mon Djotor. C'est Jésus. Bravo. Bravo. Oui. Ne dites pas que vous serez crucifié. Non, parce que nous devons devenir... C'est mon destin. C'est la vraie réponse, parce que nous devons maintenant, chacun de nous doit pouvoir prendre Jésus comme Djotor
pour pouvoir exceller. Nous devenons tous des Merci malos, hein. beaucoup. Merci beaucoup, Pat. Merci, Rose. Merci, Amandine. Merci également à vous, Martin. Ignace Dossou, apôtre Martin Ignace, ami, comme on vous appelle. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé sur Bonjour le Bénin, qui va se poursuivre d'ailleurs, mais avant, on va prendre une petite pause. Le temps pour nous de respirer avant de retrouver Amandine Agnabossou dans sa chronique Bénin en mouvement. On parlera de Gary Sorwi, on parlera de l'huile d'arachide d'Agonli, mais on parlera et surtout de consommer local. À tout de suite. Nous sommes ensemble depuis 7h du matin, 6h en temps universel. Et c'est le moment pour nous de nous arrêter de parler de cette grande victoire pour le Bénin et surtout pour cet terroir. 2 produits phares du patrimoine viennent de franchir une étape historique. Le Gary Sorwi de Savalou et l'huile d'arachide d'Agonli sont désormais officiellement reconnus par une indication géographique protégée. Nous revenons sur la portée de cette distinction, ses retombées économiques, culturelles et symboliques. C'est avec Amandine Agnabossou. Amandine, c'est à vous. Merci à vous, Emmanuel. Mais quand j'y vais sans le jingle ou bien on peut y aller. Vous souhaitez être installé confortablement, n'est-ce pas? Comme cela se doit. Comme cela se doit. Allez, on vous installe avec le jingle. C'est donc ça, Bénin en mouvement. Emmanuel Megan, rebonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous. Vous l'avez dit, le Gary Sorwi de Savalou et l'huile d'Agonli font désormais partie du patrimoine immatériel du Bénin et ces 2 produits ont reçu leur certification IGP, identification géographique protégée. Il faut le rappeler, c'est une activité phare du mois du consommé local. Et on en parle avec Monsieur Fernando Gomez. Vous êtes le directeur départemental de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral. Monsieur Gomez, bonjour à vous. Bonjour Amandine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va suivre cet élément sur la cérémonie de remise de certification IGP du Gary Sorwi et de l'huile d'Agonli. Des décennies durant, leurs doigts ont façonné un produit devenu aujourd'hui une identité culinaire du Bénin. Le Gary Sorwi de Savalou. De l'ombre à la lumière, de l'anonymat aux grandes surfaces, cette denrée obtient avec l'huile d'arachide d'Agonli l'indication géographique protégée, une forme de verrou pour revendiquer l'authenticité du produit. Labelliser ces produits par le système des indications géographiques, c'est d'abord les protéger contre le fléau de la contrefaçon, en valorisant leur qualité spécifique qu'ils tirent des facteurs pédoclimatiques caractéristiques de leur aire géographique de production. Ces 2 aliments entrent désormais dans une nouvelle dimension. Ils intègrent le cercle très restreint des produits qui possèdent une IGP. Ce sont les 22e et 23e en Afrique. Le Gary Sorwi de Savalou et l'huile d'Agonli entrent aujourd'hui dans le patrimoine matériel et immatériel de la République du Bénin. Quiconque portera atteinte à ces 2 produits par quelque manœuvre illicite que ce soit, porte atteinte à coup sûr à l'image et au savoir-faire historique et ancestral du peuple béninois. Pour en arriver à cette reconnaissance, il a fallu des décennies de régularité en termes de production de qualité, mais surtout 6 longues années de bataille pour enfin obtenir cet agrément qui sonne comme une consécration. Cette reconnaissance et la certification des indications géographiques constituent pour nous des instruments essentiels pour le renforcement de la transformation structurelle de notre économie et par ricochet de notre croissance économique. Il faut forcément que nous respections ce que nous-mêmes, nous avions écrit dans nos cahiers de charges. Un acteur clé s'engage déjà à les accompagner. Le Conseil économique et social a tout un agenda bien tracé. Nous allons rentrer dans une deuxième bataille qui est celle de la promotion de ce produit, mais également dans la formation de toutes les interventions ou tous les intervenants qu'il y a sur la chaîne de valeur. Après l'ananas pain de sucre du plateau d'Alada, le Gary Sorwi de Savalou et l'huile d'arachide d'Agonli représentent donc les nouveaux porte-étendards du savoir-faire béninois à l'international. Monsieur Gomez, dites-nous déjà quelle est l'importance de la certification IGP pour ces 2 produits.
Ok, merci. Avant tout propos, je voudrais déjà vous remercier de m'avoir invité à être avec vous ce matin. Oui. Il faut dire que l'identification géographique protégée est une reconnaissance que l'OAPI accorde à un produit pour tenir compte du territoire d'où il vient. Donc, cette identification permet de donner la garantie d'une certaine qualité et d'un certain nombre de caractéristiques liées à ces produits-là et de ce que ce produit vient bien d'un territoire. Alors, de façon schématique, si nous prenons notre ananas pain de sucre qui vient d'Alada, par exemple, ça a des caractéristiques bien définies et qui sont liées à ce sol-là. Donc, le pain de sucre qui vient d'ailleurs n'est pas le pain de sucre qui vient d'Alada. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il est bon de faire certifier ce genre de choses pour que ça soit protégé. Et sur le marché, comment on arrive à déterminer, par exemple, si on prend le cas du gari, sorui, il y a plusieurs variétés de gari. Comment je saurais que ce gari sorui est de Savalou, par exemple? Le gari sorui de Savalou, depuis samedi dernier, est protégé. Ça veut dire que c'est une marque qui est reconnue. Donc, il y a des identifiants maintenant qui sont mis sur les emballages pour que vous sachiez que ce gari vient de Savalou. Et donc, ce qui est certifié désormais sera emballé. Emballé. Donc, on ne peut plus l'acheter chez les bonnes dames au bord de la route. Vous l'achetez chez les bonnes dames au bord de la route, mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est ce qui est emballé. Ah oui. Avec une étiquette. Avec une étiquette, voilà. Et quels sont les impacts qui sont attendus? Qu'est-ce qui va désormais changer? Déjà, dites-vous, quand vous avez ce certificat, c'est que vous êtes sûr, ça garantit l'origine, ça garantit que le produit vient de tel, et là, il n'y a plus de, comment dit-on, on ne va pas dire par exemple le gari qui vient de contrefaçon ou d'usurpation de provenance. Voilà. De deux, par rapport au savoir-faire, c'est une protection du savoir-faire. C'est-à-dire parce qu'il y a des procédés. La façon dont les femmes de Savalou font le gari, ce n'est pas de la même façon que les femmes de Zinvier procèdent. Donc ça garantit le procédé. Et enfin, ça donne une certaine garantie au consommateur qui est sûr de ce qu'il est en train de consommer. Du coup, ça nous permet d'avoir une ouverture aussi sur l'étranger parce qu'à partir du moment où vous avez cette certification-là, c'est une certaine garantie pour les pays de l'étranger, surtout qui sont très tatillons sur les normes. Et c'est la même chose pour l'huile d'agonli aussi. C'est la même chose pour l'huile d'agonli. Donc, ce qui est valable pour le gari est valable aussi pour l'huile d'agonli. On sait que le gari sorui, lorsque vous avez un peu de haricot à côté, c'est le combo idéal. C'est le combo idéal. Et si vous avez du zomi aussi, c'est vrai que les nutritionnistes vous diront que le zomi n'est pas... Mais heureuse d'annoncer, je prendrai du zomi, évidemment. Je ne vais pas... Je suis consommé ça. Vous imaginez le gari sorui d'agonli bien mélangé avec le gari sorui de Savalou, il n'y a pas de gari bien mélangé avec l'huile d'agonli. Quand on parle de l'huile d'agonli, vous savez ce qu'on appelle l'huile d'agonli? Bien sûr, il y a un arrière-goût. L'odeur de l'arachide. Il y a cette flux d'arachide. Cette huile vient de chez moi. D'accord. Et c'est toute une fierté. D'accord, heureuse d'attendre. Évidemment, vous faites partie... Qui a été menée. Eh bien, franchement... Et je salue également cette dame-là qui représente les femmes de Gari Sorui. Non, mais le combat a été rude. Et ce n'est pas un truc du jour au lendemain, on l'obtient. Il a fallu déjà 6 ans de bataille. 6 ans de bataille, mais avant, le vœu a été émis depuis 2012. C'est depuis 2012 que ça a commencé. Mais c'est en 2019 vraiment que la matérialisation du processus a démarré et ça a conduit justement à cette consécration. Il faut bien dire, elle a bien voulu être sur le plateau avec nous, mais malheureusement, elle est retournée à Savalou parce que le gari est certifié, il faut en produire davantage pour satisfaire C'est vrai parce que là maintenant, au niveau de la demande, ce sera certainement du changement. Et je vous assure que depuis quelque temps, je ne consomme que ça. Du gari sorui. Alors, Fernando Gomez, si vous permettez, bien sûr, on sait qu'aujourd'hui, le gari n'est pas qu'une production béninoise. Il y a également le Togo qui produit du gari, le Ghana aussi, je pense, qui produit du gari. Même la Chine aussi. Même la Chine aussi. CMI. C'est ça la même, il faut préciser. Voilà, même la Chine aujourd'hui, CMI. Donc, est-ce qu'avec cette IGP, vraiment, ça démarque le Bénin
en matière, je vais dire, de qualité du produit? Est-ce qu'on vient de ravir la vedette aux autres en allant décrocher cette IGP? Cette IGP vient complètement de ravir la vedette aux autres parce que les gens avaient envie de consommer du gari venu de Savalou. Mais on leur vendait tout et n'importe quoi, leur faisant croire que ce gari venait de Savalou. Mais aujourd'hui, de façon certaine, on peut démarquer le gari de Savalou de celui qui vient d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un plus pour notre pays et pour la promotion du consommé local que nous faisons. Je crois que c'est les premières retombées. Oui, et parlant du mois du consommé local, dites-nous, on est en plein dans le mois, ça va finir bientôt. Quelles sont les innovations déjà, à part la certification du gari sorwi et de l'huile d'Agonli? Quelles sont les autres innovations? Il faut dire, Amandine, si vous permettez, que en fait, le ministère de l'Industrie et du Commerce, la certification est arrivée depuis le mois de septembre et le ministère de l'Industrie et du Commerce a attendu le mois d'octobre pour officialiser cela, puisque cela coïncide avec la célébration du mois de consommé local. Et c'est le lieu de rappeler que c'est grâce à une implication personnelle de Madame la ministre que nous avons pu avoir cette reconnaissance, parce que depuis qu'elle est là, elle se bat vraiment pour que les produits de nos territoires, les produits locaux, le peuple d'Agonli la remercie. Voilà. Ne serait-ce que pour l'huile d'Agonli. Donc aujourd'hui, on est en octobre, c'est le mois du consommé local et nous en sommes à la 6e édition parce que c'est depuis 2020 que les États membres de l'espace UEMOA, les 8 pays, en 2019, après à l'issue du Conseil des ministres de l'Industrie et du Commerce, avaient décidé de faire du mois d'octobre le mois du consommé local dans ces pays-là. Donc en 2020, la première édition a eu lieu et de 2020 jusqu'à ce jour, le Bénin a toujours tenu le flambeau. Les innovations pour cette année 2025. Quand vous produisez, il faut pouvoir avoir le marché qu'il faut pour les vendre. Bon, je parle de marché physique, mais aussi de marché virtuel. Mais en termes de marché physique, vous avez vu que le gouvernement du président de la République a fait beaucoup d'efforts en mettant en place aujourd'hui des marchés totalement modernes. Donc pour mettre un peu les phares sur ces marchés-là, nous avons cette année décidé de créer des stands totalement sur les produits locaux dans un des marchés. Dans un des marchés, principalement celui de Ganri. Donc un premier lancement a été fait au niveau du marché de Ganri le 3 octobre. Et ça a permis de mettre dans la tête des bonnes dames qui vendent là-bas que les marchés ont été aussi construits pour prioritairement nos produits. Donc sur quelques jours, sur une bonne dizaine de jours, les populations de Cotonou sont allées et entrer en contact avec les innovations et le savoir-faire des producteurs locaux. Et au-delà du gari sorwi et de l'huile d'Agonli, quels sont les autres produits du terroir qu'on peut retrouver sur les stands, par exemple? Cette année, nous avons mis l'accent sur le poulet. Le poulet local. Parce que vous savez, le gouvernement est en train de décider qu'il n'y ait plus d'importation de produits. Normalement, la mesure devait même entrer en vigueur depuis le mois de janvier. Ça devait être entré en vigueur, mais il fallait s'assurer que la production locale était capable de satisfaire la demande intérieure. Donc, le gouvernement est en train de prendre des mesures pour inciter les producteurs à plus produire pour pouvoir satisfaire cette demande-là. Donc, c'est pour ça qu'on attend un peu. Quand on parle de poulet local, on parle de poulet bicyclette, poulet de chair. Il y a plusieurs variétés. Il y a plusieurs variétés. Le fameux poulet tendre. Qui n'a pas de chair. Bon, beaucoup n'aiment pas ça. Justement, mais moi j'adore. Moi, franchement, c'est le poulet qui fait faire du c'est pas trop gros. Ah oui, c'est avec mais justement, quand c'est gros, c'est pas bon. Il faut que ça soit un peu chétif. Et c'est d'une tendresse incroyable. Et ses os sont facilement incroyables. Oui, mais c'est-à-dire que lorsque vous déchirez, enfin, vous prenez le poulet bicyclette qui est bien fait, vous le déchirez, vous le morcelez. En fait, ça se laisse manger. Vous le fractionnez, ça se laisse manger, franchement. Et en image aussi, c'est impeccable. Le poulet bicyclette est très apprécié, mais il y a d'autres productions, d'autres variétés aussi qui sont localement produites. Et ces variétés-là aussi doivent être mises en valeur parce que c'est ça qui nous permet d'avoir les œufs de table que nous consommons. Et ça permet aussi d'avoir une reproduction rapide. Donc, tous ces produits-là seront... À part le poulet? À part le poulet, nous avons le miel qui est devenu un produit très demandé aujourd'hui. Le sésame et le karité qui est un produit... Le sésame, c'est le goussi. Notre goussi, voilà. Le sésame et le karité qui est aujourd'hui un produit à très forte valeur ajoutée parce que beaucoup utilisé aujourd'hui au niveau des produits cosmétiques. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait un plein phare sur tout ce qui est produits cosmétiques au cours de cette édition. Qui est fabriqué au Bénin. Localement fabriqué. Maintenant, en marge de la foire nationale
qui a lieu en ce moment à la place de l'Étoile Rouge. Il y a un certain nombre d'activités professionnelles qui sont organisées, des panels de discussion et des masterclass sur diverses thématiques. Et en matière de bilan, 6 ans déjà, est-ce que toutes ces éditions ont permis aujourd'hui aux Béninois de consommer vraiment local? Les lignes ont sérieusement bougé. Les lignes ont sérieusement bougé parce vous avez des statistiques ou bien comment vous arrivez à mesurer? Même si je n'ai pas des chiffres précis, voilà, même si je n'ai pas des statistiques sous la main. Mais au moins l'engouement au niveau des stands. On le ressent et par rapport aux opérateurs économiques qui sont aujourd'hui dans ce secteur, on voit que le nombre a beaucoup évolué parce que nous sommes tout le temps avec eux. Et il faut dire que ce n'est pas seulement le mois d'octobre que nous consacrerons à cette activité-là. Tout au long de l'année, nous travaillons désormais à ce que le change de mentalité. La consommation locale devient un réflexe. Parce qu'avant, on mettait en avant la cherté des produits fabriqués localement. C'est vrai, encore que ça commence par s'équilibrer un peu et on avait plusieurs défis à relever, surtout par d'abord la qualité, ensuite la façon dont les produits sont emballés, le packaging et enfin le prix. Donc sur l'ensemble de progrès, il y a eu beaucoup de progrès sur l'ensemble de ces éléments-là et je pense que les Béninois sont en train de comprendre qu'il vaut mieux consommer ce qui vient de chez eux parce que c'est ça qui va leur permettre de donner des emplois aux jeunes qui sont sur le territoire et de faire développer notre pays. J'espère qu'à cause de l'emballage, le gari sorgho ne va pas devenir plus cher. Je ne pense pas. Mais normalement, ça va devenir cher. Un produit qui a une identification géographique protégée, forcément, ça devient un label. En tout cas, trouvez-nous le juste milieu, parce que nous, on veut toujours consommer du gari sorgho et l'huile d'agoni. Amandine Anyamboso, rassurez-vous, vous allez consommer du gari sorgho de Savalou avec l'huile d'arachide d'agoni et le tout saupoudré par un peu de noix de coco de grand coco. mais en dehors de l'huile d'arachide d'agoni, notre gari sorgho, quelle est la suite? Est-ce qu'il y a d'autres produits en vue sur lequel après la labellisation heureuse, comme on le dit en fond, c'est pas du tout facile. C'est une œuvre de longue haleine. Parce que j'aurais aimé qu'on se penche également sur le miel. Bien sûr. On peut organiser également ce secteur-là. Parce que souvent, les gens nous disent c'est du bon miel, mais vous en achetez, c'est de la merde. Et après, c'est la merde. Il y a un travail global qui est en train de se faire au niveau du Aujourd'hui, ministère. comment reconnaître le vrai miel? C'est pour ça que moi, par exemple, je n'en consomme pas. C'est pas bon. Ça reste un problème, mais il y a un travail global qui est en train de se faire au niveau du ministère et une liste de produits a été déjà clairement définie sur lesquels on a voulu travailler. À une IGP. Ça marche. Ok, un mot pour conclure votre passage sur ce plateau. Pour conclure, c'est dire que déjà les cérémonies au niveau national sont en train de finir, mais les départements sont en train de prendre le relais. Et aujourd'hui même, les départements de l'Atlantique et du littoral vont faire le lancement de leur foire cet après-midi à la mairie d'Abomey, Calavi à partir de 16h. Donc je vous invite. J'invite d'ailleurs toute la population des deux départements à se déplacer vers la mairie pour venir découvrir le savoir-faire des transformateurs et transformatrices de nos départements. Monsieur Gomez, merci beaucoup à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Dommage que vous ne soyez pas là avec du gari sorgho ou bien de l'huile d'agoni. On va un peu le gari là. on va se rattraper. Heureux, franchement, c'est vraiment pas la peine. Vous restez avec nous, Monsieur Gomez, pour finir cette émission. Ce sera avec Ulvaeus Balogun avec qui on va faire le tour d'horizon de l'actualité vue par les journaux. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'empereur ou sénateur, parce que sa démarche ici est, bien sûr, il est venu à pas de sénateur. Bonjour Ulvaeus. Bonjour Ayman, bonjour Rose, bonjour Amandine. Bonjour Ulvaeus. C'est un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin, justement, pour faire le tour d'horizon rapide de l'actualité. L'actualité fortement dominée par cette affaire de parrainage du parti d'opposition Les Démocrates entre tirs croisés. Et entre tir et croisé, chacun tire le drap de son côté. Absolument, assez de tirs ce matin, Herman. C'est ce que moi, personnellement, j'aime appeler le parrainage qui continue de faire des émules. Alors qu'on s'attendait tous à voir la fumée blanche du côté de la Cour constitutionnelle, eh bien, malheureusement, on va devoir prendre notre mal en patience encore quelques jours. Fraternité sur cette affaire de parrainage nous apprend que l'audience de recours du parti d'opposition
d'opposition qui conteste la légalité de l'ordonnance rendue par le tribunal de Cotonou, lui enjoignant justement de restituer la fiche de parrainage du député Sodjinou, est reportée à jeudi prochain. Donnant la parole au requérant Kamel Wassangari, il explique qu'il y a eu de nouveaux éléments qui ont permis de renforcer sa requête d'invalidation de cette ordonnance du tribunal. Des éléments qui devraient permettre au juge de la Cour de dire le droit. Le journal Fraternité, poursuivant sur les attentes de ce parti d'opposition, nous apprend que les démocrates dénoncent une décision partiale et précipitée dans le processus électoral et surtout cela au sujet du dossier Sodjinou. Et face aux accusations portées à son encontre dans la conduite du processus électoral, notamment sur sa position et son engagement, la Sénat clame son impartialité et révèle le matinal. Dans un communiqué en date du 20 octobre, l'institution dénonce une campagne d'intoxication visant à ternir son image et à semer le doute sur la crédibilité du processus électoral en cours. Dans le dit communiqué, l'institution réaffirme son engagement à organiser des élections transparentes, crédibles et démocratiques dans le strict respect des lois de la République. L'institution a d'ailleurs invité les acteurs politiques et ceux impliqués dans la diffusion de fausses informations à faire preuve de responsabilité et à privilégier les canaux institutionnels pour toute préoccupation liée au processus électoral. Et qui dit processus électoral ne dit pas que présidentiel, vous le savez. Il y a également les élections communales ainsi que les élections législatives. Et à ce propos, Fraternité publie le calendrier des déclarations de candidature rendues publiques par la Sénat. Au moment justement où le processus électoral suit son cours pour la présidentielle, les candidats au communal doivent s'apprêter à faire l'enregistrement de leur déclaration de candidature à partir du 24 octobre prochain. Quant aux candidats aux élections législatives, l'enregistrement des candidatures va débuter le 8 novembre prochain. Merci beaucoup, Ulvaïus Balogun. Il est 8h56 et c'est à cet instant précis qu'on va clore la matinale de ce mardi. Pour vous permettre d'aller prendre du Gary Sorui. J'espère, moi, mais fort bizarrement, je m'attendais à avoir du Gary Sorui sur le plateau. Au moins, on en aurait à goûter pour voir. N'est-ce pas? Il y aurait eu séance dégustation du Gary Sorui. Ouais. Mais ce qu'on va faire, ce n'est que partie remise, n'est-ce pas? Vous pouvez passer tout à l'heure à la baie d'Aviou, à Calavi pour nous. Ok. On va traverser tout Cotonou pour nous retrouver à Calavi juste pour de la dégustation du Gary Sorui. Parce que c'est GP maintenant. Mais regardez cette image que nous propose la Réal. On peut faire ça un matin comme ça. Non mais franchement. Non mais Christelle, est-ce qu'elle peut nous faire ça? C'est de quoi vous donner beaucoup de salive dans la bouche. Avec votre sensibilité. Non mais franchement, allez, c'est décidé. J'irai prendre du Abobo et du Gary voilà. À la descente de l'émission. Je suis juste à côté de vous. Maintenant, et si après vous entendez des effluves sonores, ne cherchez pas loin. Sachez que ça a commencé par faire son effet. Non de Dieu. Heureuse, merci. On se dit à demain. On va permettre de... vous épargnez de ces rires bruyants qui mettent à l'épreuve. Mais ce sont vos effets. Ce sont les effluves qui vous font rire autant. Mais dis donc. Directeur, merci beaucoup. Vous passez une excellente journée du mardi. Et vous imaginez. Madame, monsieur, voilà qui va mettre un terme à la matinale. Bonjour, le bénin de ce mardi 28 octobre 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de l'intrépide Amazon de la régie. Christelle Savouan sous la coordination éditoriale et technique, bien sûr, de Karabat Abataou. Retrouvez-nous demain quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Bon mardi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Bye bye. Salut.